Bonjour tout le monde, podcast numéro 21 et on approche très très rapidement des championnats provinciaux, championnats canadiens. D'ailleurs, il y en a qui vont s'amorcer en fin de semaine. On va avoir la chance d'en parler amplement. Mais d'abord et avant tout, un merci spécial à Gagné Sport, qui est le présentateur officiel de notre podcast Bulletin sportif. Gagné Sport, le spécialiste des équipements de sport, l'équipe vend, répare, installe, inspecte et entretient les équipements de sport depuis plus de 25 ans. Leur service s'adresse aux particuliers, mais également aux centres de services scolaires, écoles privées, cégep, universités, aux municipalités, aux centres sportifs, aux services de garde ainsi qu'aux bureaux d'architectes et d'urbanisme. Gagné Sport croit également qu'il n'y a aucun compromis en ce qui a trait à la sécurité. Chez Gagné Sport, l'excellence du service qui est offerte à la base de toutes leurs actions. Encore une fois, un gros merci. Et sur ce, je vous souhaite la bienvenue à Bulletin sportif cette semaine. Là, on va essayer de faire ça rapido. On a un gros menu volleyball. On parle avec Danny Brown, le descripteur des matchs du Rouge et Or, pour mettre la table sur les éliminatoires en volleyball universitaire. Et on reçoit également en entrevue de la semaine Charlène Robitaille, joueuse étoile des Martlets de McGill, qui va elle aussi évidemment nous parler de sa saison et de ce qu'elle prévoit en vue de leur affrontement en demi-finale face aux Carabins de l'Université de Montréal. Ça, c'est ce qui est à venir. Il y a également, évidemment, Jason Bryan, Jean-Baptiste, pour parler de la fin de la saison de basketball universitaire. On connaît maintenant les équipes qualifiées. Malheureusement, McGill est éliminé autant chez les hommes que chez les femmes, mais on va parler de tout ça avec Jason tout à l'heure. D'ici là, je vous présente rapidement ce qui s'est passé cette semaine. Basket, ou en fin de semaine, en fait, basket collégial féminin. Trois-Rivières qui bat Champlain-Saint-Lambert. Première défaite de la saison pour les Cavaliers, mais elles perdent contre Vanier. Pendant ce temps-là, Montmorency a perdu par 1 contre Saint-Jean avant de perdre par 10 contre Champlain-Lennoxville, ce qui fait que Montmorency et Trois-Rivières vont jouer entre elles pour la 6e place. Donc, Champlain-Lennoxville qui a gagné ses 2 matchs en fin de semaine, donc elles sont qualifiées. Et Vanier éliminé malgré leur victoire contre Trois-Rivières. Comme je vous le dis, Montmorency et Trois-Rivières vont jouer une contre l'autre pour la 6e place. Collégial masculin, 2 défaites en prolongation pour l'équipe numéro 1 au classement, Vanier, ce qui fait qu'on a une triple égalité en tête. Donc, les 2 défaites contre Sherbrooke et contre Thetford, malgré 59 points au total des 2 matchs pour Raphaël Dumont. Grosse dernière fin de semaine qui va venir parce qu'on va avoir Thetford, Outaouais et John Abbott qui vont se battre pour la dernière place disponible en éliminatoire. Allez lire sur le site de bulletinsportif.ca l'article que j'ai écrit là-dessus. Ça va vous démêler tous les scénarios possibles, à savoir qui peut s'en sortir, dépendamment des résultats de la fin de semaine. Allez voir ça. Basket universitaire, je l'ai dit, on va en parler avec notre ami Jason Bryan, Jean-Baptiste. Donc ça va être à voir. Hockey féminin collégial, Champlain-Lennoxville chez les femmes et chez les hommes se retrouvent à être champions de la saison régulière. Tranquillement, on approche des séries là aussi. Mais les 2 équipes ont suffisamment d'avance pour s'assurer du titre. Limoilou, par contre, les a battus Champlain-Lennoxville chez les femmes. En fin de semaine. Limoilou a vraiment le numéro des Cougars. Dawson, qui a causé une surprise. Dawson de notre chroniqueuse Léa McIntyre, qui est, je vous le rappelle, entraîneuse là-bas. Donc, Dawson qui l'emporte 3-2 contre John Abbott, 48 arrêts pour la gardienne Noémie Bastien. Donc, belle victoire. Félicitations, Léa et ton équipe. Hockey masculin, je l'ai dit, champion Lennox, en fait, sont sûrs de gagner. Mathématiquement, non, mais il leur reste 1 match à jouer. Ils ont 7 points d'avance sur Alma. Alma leur reste 4 matchs à jouer. Mais bon, il faudrait pratiquement un miracle pour que Champlain-Lennox ne soit pas sacré champion de la saison régulière. Et après ça, on aura l'occasion d'en reparler en masse éventuellement avec Denzel Carré-Guéa, qui est notre chroniqueur hockey collégial. Hockey universitaire. Là, on connaît évidemment les protagonistes pour les demi-finales. Concordia contre Bishop, Ottawa contre Montréal. Ça commence jeudi. Et ça, encore une fois, bulletinsportif.ca, un article, on va parler de tout ça. On a parlé avec des joueuses. Vous allez avoir l'occasion d'avoir le tour au complet de ce qui est à savoir avant que les matchs commencent.
Mercredi, c'est la deuxième ronde des éliminatoires au niveau du hockey universitaire masculin en Ontario. On se rappelle qu'Ottawa et Concordia étaient déjà qualifiés pour la deuxième ronde. McGill a facilement éliminé Ottawa, ce qui fait que McGill joue contre Concordia et UQTR contre Carleton en demi-finale de l'Est de l'Ontario. Rappelons que l'UQTR est champion en titre et champion canadien en titre. À noter, William Rouleau, 5 points en 2 matchs pour McGill. Volleyball universitaire, je vous l'ai dit, on va en parler avec Danny Brown pendant ce temps-là au volleyball collégial féminin. Eh bien, ça se passe au cégep de l'Outaouais en fin de semaine prochaine. On aura l'occasion aussi d'en jaser, mettre la table là-dessus. Tous les matchs, là, il va y avoir 4 matchs qui vont se jouer là vendredi. Ça se joue jusqu'à dimanche, donc c'est tout le tournoi championnat provincial. Chez les hommes, en fin de semaine passée, on avait le match de barrage entre Saint-Jean et Outaouais. Et malgré des performances de 24 points de Jean-Baptiste Meignier et 23 points d'Hugo Considère pour Outaouais, Saint-Jean l'emporte 3-2. 16 attaques marquantes pour Francis Delvecchio, ce qui fait que Saint-Jean se qualifie pour le tournoi et eux aussi s'en vont en Outaouais pour aller jouer le tournoi de championnat provincial. Donc voilà, ça va être à suivre. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Amusez-vous. Fan de volley ou non, fan de volley, vous allez être servi. Si vous n'êtes pas fan de volley ou que vous êtes juste intéressé à ça, mais de loin, je vous invite à rester avec nous. Vraiment, des gens passionnés pour vous parler de ça. Et on fait le tour au complet. Rien à manquer là-dedans. Et je vous garantis un énorme spectacle en fin de semaine. Donc, préparez-vous en nous écoutant. Merci d'être là. Bon show. Basket universitaire avec Jason, Brian Jean-Baptiste. Salut Jason. Salut Phil, salut tout le monde. Ça va bien? Ouais, ça va super bien, super bien. Good. Écoute, on fait plus qu'approcher de la fin. Là. Il reste une semaine. Fait que, dans le fond, maintenant, on sait qu'ils sont les 4 équipes qui sont qualifiées dans le basket universitaire, autant chez les femmes que chez les hommes. Dans les deux cas, McGill s'est fait éliminer par Concordia en fin de semaine passée. C'était la bataille d'ailleurs entre les deux universités anglo de Montréal pour savoir qui allait avoir le dernier rang. On va commencer chez les filles. On va aller au match McGill-Concordia après. On va commencer par Bishops-Laval. On avait un affrontement au PEPS et encore une fois, American Siciliano a démontré comment elle peut prendre charge d'un match. Oui, en début de match, je te dirais, au premier quart, le Rougeur avait une certaine petite avance. Je pense que c'était surtout dû à des rebonds offensifs et défensifs. Ils étaient très ardus en début de match défensivement. Des petites pertes de ballon ici et là, genre vraiment au début du premier quart. Mais American Siciliano, tout au long du match, a gardé offensivement son équipe dans la rencontre, juste par son agressivité, juste par sa capacité à aller chercher des fautes puis de capitaliser sur la ligne des lancers francs. Elle a terminé avec 26 points. Honnêtement, c'est une joueuse exceptionnelle, puis elle fait vraiment la différence dans le sens que c'est son agressivité et sa capacité à vraiment attaquer le cercle. Offensivement, ça rend les choses plus faciles pour ses coéquipiers, ça laisse des opportunités sur le périmètre, ça laisse des gens ouverts. Puis, tu sais, offensivement, le reste de son équipe, ils n'ont pas nécessairement, il n'y a pas personne d'autre qui a eu d'explosion, mais collectivement, elles ont très bien joué défensivement. Elles sont allées chercher des rebonds. Je pense notamment à Jael Kamuda, elle allait chercher 17 rebonds. 17. Exact. Fait que c'est des petites choses comme ça. Quand tu as des joueuses autour de American Siciliano qui peuvent faire les autres choses que juste aller mettre des points dans le panier, rentrer des points dans le panier, ça fait toute la différence. Puis ça rend l'équipe plus complète. Pour avoir parlé avec le head coach Diana Ross, elle dit toujours on a plein d'armes. Puis moi, comment je le vois, c'est que oui, offensivement, American Siciliano, c'est le soleil, c'est le centre de leur attaque. Mais autour de ça, ils ont vraiment des joueuses que, même si offensivement, en termes de juste attaquer le panier ou tir extérieur, ça ne va pas toujours être qu'est-ce qu'elles vont faire de mieux. Mais autour de ça, c'est des armes qui vont faire autre chose, que ce soit les rebonds, que ce soit jouer bien défensivement, que ce soit prendre des bonnes décisions sur des bonnes passes. Honnêtement, pour moi, ça fait de cette équipe-là, ça rend l'équipe vraiment complète. Il n'y a pas de doute, c'est une équipe complète, mais tu le dis aussi, parce que là, tranquillement, on approche, évidemment, là, on parlait du fait que les équipes qualifiées, on les connaît pour les éliminatoires.
on va avoir l'occasion d'en parler, mais Bishop, ça a comme un peu une guigne au niveau des filles. Ça fait quelques années qu'elles sont dans les 2 premières. 2 ans, en fait, qu'elles sont dans les 2 premières du classement. Là, ça va être la 3e année où elles sont dans les 2 premières du classement, cette fois première, mais n'arrivent pas à se qualifier pour la finale. Donc, ils vont devoir gagner, enlever le fameux singe sur leurs épaules. Il va quand même falloir avoir une production. Oui, elles font d'autres choses, les joueuses de Bishops, mais il va falloir s'assurer quand même d'une production. Puis je parle souvent de Victoria Gana, je le sais qu'elle revenait d'une blessure, puis là, mais là, les semaines ont passé, on va vouloir voir des points, parce que si on se fie au dernier match, évidemment, Siciliano finit avec 26, mais il n'y a personne qui a plus que 7 points à part elle. Évidemment, ce n'est pas habituel là, dans leur équipe. Là. Habituellement, il y a tout une ou deux filles qui fait 10 points et plus, là, mais il va falloir s'assurer que ça arrive. Mais tu l'as mentionné, Jaël Kabouna avec ses 17 rebonds. Ces éléments-là font en sorte que c'est une équipe extrêmement difficile à battre. Elles sont efficaces à peu près à tout point de vue. Mais tu sais, au niveau des rebonds, il faut quand même mentionner Laval, Tara Imbert. 21 rebonds. Tu sais, donc, c'est pas que Laval n'a pas été capable de faire ces choses-là défensivement, c'est que Laval a eu des difficultés au tir, fini avec 22,2% de réussite au tir. Ils ont quand même pris 72 tirs dans le match, 72 tirs dans le match contre 59 pour Bishops, mais tu finis avec 22% de réussite. À quelque part, tu as un peu ta réponse à pourquoi le pointage se termine comme ça, un 61-46. Définitivement, je pense que offensivement, ça a été difficile. C'était beaucoup de tirs ouverts ratés. Puis en plus de ça, tu as la défense des Gators qui était assez solide. Fait que ça rend les choses encore plus difficiles. Mais je pense que, tu sais, étrangement, malgré le fait qu'offensivement, en termes de tir global, ça ne marchait pas, elles sont restées dans le match jusqu'au 4e quart. C'est vraiment au 4e quart que ça s'est effondré, puis que les Gators ont remporté ce score-là 15-2. Vraiment, en termes de rythme offensif, il n'y avait rien pour Laval. Mais je pense que moi, ça témoigne beaucoup de à quel point le Rouge-Blanc, c'est une équipe qui est assez efficace offensivement, malgré ça, en général. Ils ont terminé avec 90% de réussite au lancer franc. Fait pour moi, c'est un indicateur que elles n'étaient pas nécessairement dans ce match, mais que quand même, leur façon de jouer collectivement, leur polyvalence offensive, il y avait des opportunités qui étaient là, mais sur lesquelles ils n'ont pas capitalisé. Puis c'est ça qui a expliqué le résultat du match à la fin. Ah, exactement, parce que comme tu le dis, les occasions étaient là de toute façon. Puis elles sont restées dans le match parce qu'elles arrivaient à maintenir une pression offensive, même si elles rataient leur tir, les occasions étaient là. Fait que, bref, ça reste une très belle équipe, Laval. Ça reste une équipe qui va être dangereuse. Puis un match, c'est un match. Hein? Bishops a beau avoir dominé cette saison. Un match, c'est un match. Ça va être intéressant de voir. Concordia contre McGill. Ariege-Burgogno, on en a parlé souvent. Je pense qu'elle a été sharp au grand moment. Là. 30 points dans ce match-là. Et c'est le match qui, dans le fond, même s'il reste une semaine, leur assure la qualification. Parce que même si elles ont une seule victoire de plus que McGill, leur fiche contre McGill cette saison fait en sorte que McGill ne peut pas les rattraper, même si McGill gagne leur match et que Concordia perd son match la semaine prochaine. Honnêtement, de ce que je comprends, pour moi, c'est le match des Stingers pour cette équipe-là le plus complet qu'elles ont eu offensivement sur les dernières semaines. T'sais, en termes de juste globalement, avec Ariege-Burgogno, 30 points, mais je pense à Greta Inenza, 16 points, Rowena Blais, 10 points. C'est vraiment des... Collectivement, elles ont bien performé à travers tous les corps. Il n'y a pas eu de creux offensif. Vraiment, ça a été une très belle performance. Puis défensivement, elles sont venues jouer, puis ils sont allés chercher 24 essais sur la ligne des lancers francs, 16 de capitalisés. Pourcentage de tir à 3 points, c'est sûr que cette équipe-là, c'est vraiment, je pense, je dirais, offensivement, leur faiblesse en termes de vraiment assiduité aux 3 points, puis enfin réussir beaucoup dans un match. Mais leur agressivité sur la ligne des lancers francs, attaquer le cercle, vraiment avec Ariege-Burgogno qui les a gardés tout au long du match, ça a pu combler ça, le fait qu'ils n'ont pas eu cette assiduité-là, cette efficacité-là aux 3 points. Puis, tu sais, on parlait tantôt justement de Laval qui a eu de la misère avec son 22% de réussite. Là, on parle de 47% de réussite pour Concordia dans ce match-là. Fait que, tu sais, il y a des matchs où tout fonctionne, il y a des matchs où on dirait que ça ne veut pas entrer. Dans le cas de Concordia, ça a fonctionné, puis ça a fonctionné au bon moment. Parce que, tu sais, à quelque part, dans ce match-là, McGill a dominé au rebond.
Mais effectivement, tu l'as dit, l'équipe de Concordia qui réussit à aller souvent au lancer franc, réussit en masse sa part de tir là. Donc, ça explique probablement la différence. Puis, je pense qu'au bout du compte, dans le cas des femmes, même si j'ai aimé des éléments de McGill cette année, vers la fin de la saison, on sentait que McGill prenait un rythme. Je pense que Concordia mérite sa place en éliminatoire, puis va être une équipe intéressante à cause de Bourgognot, justement. Ça va faire en sorte que quand tu as une joueuse de ce calibre-là, une joueuse qui est capable de prendre contrôle d'un match, ça fait de toi une équipe toujours dangereuse. Puis ça va être un bon défi pour l'équipe qui va la rencontrer. Je pense que du côté de McGill, tu l'as mentionné, je pense qu'ils sont allés chercher beaucoup d'essais sur la ligne des lancers francs, mais ils n'ont pas capitalisé. Ils ont terminé avec 57% de réussite. Fait que je pense que pour moi, McGill, c'est vraiment une équipe jeune. Concordia aussi, c'est une équipe jeune, mais je pense qu'ils ont une joueuse comme Harry Bourgognot qui va les mener un peu plus haut. Puis du côté de McGill, je pense que ça va juste de continuer de développer. Je pense que c'est une équipe qui montre des belles choses en défense. Je pense que la question, ça va être de juste continuer à se développer offensivement, notamment sur l'assiduité, sur les 3 points. Puis juste avoir des joueuses qui sont capables de prendre le contrôle d'un match et d'exploser. Parce que la réalité, c'est que pour gagner des matchs, il faut que tu aies une ou deux joueuses qui puissent franchir dépasser les 10 points de façon constante de semaine en semaine. Fait que ça va vraiment être quelque chose à voir. Parce qu'en termes de faire les petites choses, que ce soit prendre les rebonds, que ce soit bien défendre, que ce soit faire des passes, c'est une équipe qui joue collectivement. Fait que ces choses-là sont déjà mises en place. Ça va être juste d'augmenter cette frappe offensive-là sur le long terme. Exact. Fait qu'on sait déjà qu'en éliminatoire, malgré peu importe ce qui se passe cette semaine, la seule chose qui peut changer en réalité, c'est si le match va être en demi-finale, je parle, entre Laval et l'UQAM, où est-ce qu'il sera joué, en fait. C'est la seule chose qui peut changer. Puis l'autre demi-finale, ça va être Bishops contre Concordia. Mais il reste quand même une semaine à jouer. UQAM contre Bishops, on va avoir jeudi. Samedi, on a McGill UQAM et Laval Concordia. Donc, des matchs qui veulent à peu près rien dire, à part, comme je dis, là, peut-être pour... c'est important quand même, de savoir où le match va se jouer pour l'UQAM et Laval. Donc, l'UQAM a 2 matchs pour essayer de se positionner là-dessus. Puis, essayer d'aller chercher l'avantage. Ça va être à voir, puis on aura l'occasion de l'analyser certainement la semaine prochaine. Chez les gars, même chose, on a eu un Bishops Laval. Bishops est vraiment en train de se positionner comme une équipe qui va être dure à battre. Je ne serais pas surpris de voir Bishops gagner le provincial quand même, malgré tout, parce qu'ils sont, à mon avis, l'équipe qui est le plus en progression depuis un dernier temps, là, qu'on les sent monter, et ils sont allés gagner un match en prolongation contre Laval en fin de semaine. Moi, la première fois que j'ai vu cette équipe-là des Gators jouer, j'ai fait « OK, ils sont impressionnants ». Parce que, tu sais, au début de ce retour, en fait, des vacances, j'ai vu le premier match, j'étais comme « OK, cette équipe-là, ils ont perdu, je me rappelle plus c'était contre qui, mais ils avaient perdu ce match-là, puis j'étais comme « Malgré ça, tu vois à quel point ils sont dangereux en termes de leur vitesse de jeu, leur physicalité. » Puis moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'est que défensivement, je trouve que c'est l'équipe, en tout cas sur les dernières semaines, qui défend le mieux le set. En termes de vraiment forcer des tirs difficiles après une tentative vers le panier, puis vraiment rediriger cette action-là de semaine en semaine. Ils montrent cette capacité-là parce qu'ils ont des gars qui sont vraiment grands. Je pense à Étienne Gagnon, je pense à un Dani Langarella. Tu sais, c'est des gars qui peuvent vraiment protéger le cercle, puis ça te force à prendre des tirs dans le mid-range, en fait, qui sont pas idéaux. C'est pas des tirs, honnêtement, au basket, en tout cas, dans le basket d'aujourd'hui, je trouve que les tirs les plus faciles, c'est vraiment les lay-ups, attaquer vers le panier, les 3 points ouverts. C'est ça que tu veux essayer de générer. Fait que les tirs au mid-range, comme on dit, vraiment sur la ligne de 2 points, c'est des tirs qui sont pas évidents parce que c'est du corps à corps, tu dois créer ton propre tir, c'est des distances puis des angles qui sont pas nécessairement idéales. Puis Bishops, ils sont vraiment bons pour te forcer à prendre ces tirs-là, puis c'est ça qui est arrivé pour moi du côté de Laval. Sidney Tremblay-Lacombe, belle performance du côté du Rougeard, 21 points, 6 tentatives sur la ligne des lancers francs. Puis ses coéquipiers, Steve Joseph et Saïdou Sall, ils ont contribué. Fait ils ont bien joué. Je pense juste que en tout cas les 3 premiers quarts, c'était vraiment difficile parce que Bishops faisait tellement une bonne job de protéger le cercle, puis de forcer des tirs de plus en plus difficiles, puis de un peu casser ce rythme-là, puis cette polyvalence-là qu'on a vu du Rougeard sur les premières semaines.
Et je trouve intéressant une chose, c'est qu'ils font ça sans Charles Robert, Bishops. Il y a ça aussi, là. Donc, il y a des gars qui sont capables de prendre la relève. Donc, ça va être intéressant. Puis j'aime bien du côté de Laval, parce qu'il faut quand même dire, là, c'est pas comme si Laval s'était fait déclasser, là, c'est pas ça Oh du tout non. qui s'est passé. J'aime de plus en plus voir Saïdou Sall prendre de plus en plus de place là, dans le jeu. Marquer de plus en plus de points. Il était là, c'est un grand joueur, c'est un joueur athlétique, 6 pieds 7, je pense, mais c'est un joueur athlétique et tranquillement, pas vite. On le voit, on l'a vu cette année, marquer de plus en plus de points. Donc, il n'est pas seulement efficace défensivement au rebond, il devient un joueur efficace au niveau de la production. Fait que pour Laval, intéressant. Puis tu l'as dit, regarde, Sidney Tremblay-Lacombe est là, Steve Joseph est là, Loïc Savard est là. Ça reste une sacrée belle équipe de basket. Donc, c'est pas nécessairement surprenant d'avoir vu un match aussi serré entre Bishop et Laval. Non, t'as totalement raison. Puis je pense que les Gators, pour moi, le seul bémol pour moi, c'est pour une équipe qui est aussi dynamique, j'aimerais ça qu'ils aillent chercher plus de lancers francs. Okay. Ils ont terminé avec 18, puis même sur les dernières semaines, il y a des matchs que tu sais qui sont comme ils terminent avec 11 et ça sur la ligne de lancers francs. Moi, j'aimerais ça voir des matchs parce qu'ils ont le talent athlétique pour aller chercher 20 essais et plus, puis s'approcher du 30, puis vraiment capitaliser là-dessus. Puis aussi le tir extérieur. Là, dans ce match-ci, ils ont tellement avec 28%, mais ils ont réussi 9 3 points. Laval en a réussi 6. Fait qu'au final, quand tu arrives à faire plus de 3 points que l'autre équipe, ton pourcentage n'est pas, c'est pas tant important au final. Mais j'aimerais voir ça. Plus d'assiduité sur le tir extérieur. Puis vraiment, cette équipe-là, si elle peut aller chercher plus de 20 lancers francs, avec comment ils jouent défensivement, puis comment ils vont chercher des rebonds, ça va être une équipe très difficile à battre. S'ils passent les 20 lancers francs, pour moi, ça va être très, très dur. Ben t'as raison. Puis, tu sais, leur pain, leur beurre, c'est au rebond. Donc, ce qui arrive, c'est que justement, attaquer encore plus le panier, se dire qu'on va être là pour aller chercher des rebonds, bien, évidemment, on risque nous-mêmes de prendre des fautes, mais on risque aussi d'en créer en étant agressif. Regarde, le match contre Laval, là, tu veux une des clés, 3 rebonds offensifs seulement pour Laval dans le match, alors que Bishops récupère 14 rebonds offensifs. Tu sais, dans le fond, le 14, il est correct. C'est le 3 qui est très faible là, pour Laval. Fait qu'à quelque part, il y a eu un enjeu là. Je parlais de Sarl là, qui est allé chercher des rebonds. Mais tu sais, ces 11 qu'il a pris sont défensifs, ce qui est très bien. Mais à un moment donné, il faut être capable d'aller récupérer, se donner des deuxièmes et des troisièmes chances là, si on veut pouvoir gagner des matchs. Donc, ça reste un match. C'est ça qui s'est passé. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va revoir les mêmes choses chaque fois non plus. 100%. Puis la chose que je veux rajouter aussi, on l'a mentionné un peu, puis c'est la profondeur de banc des Gators aussi, Oui, absolument. qui est très intéressante. Avec Tierney McDougall, il y a tellement avec 15 points sortis de banc. Zachary Michaud, c'est des gars qui comme ils sortent, David Navarro, c'est des gars qui sortent du banc, puis qui donnent même si c'est pas nécessairement des explosions offensives, ils donnent des bonnes minutes en termes de défense, aller chercher des rebonds, faire des bonnes passes, puis juste mettre de l'effort, puis amener de l'énergie. Fait que quant à ça, ça fait une équipe très complète, très intéressante. Ah, c'est un bon point, puis je peux renchérir là-dessus, effectivement. Puis on dirait que d'une semaine à l'autre, c'est pas nécessairement les mêmes gars de banc qui font le travail. Des fois, on a vu Rowan Alpenny dans d'autres matchs qui a été. Puis là, aujourd'hui, dans ce dernier match-là, c'est pas nécessairement lui qui a fait ses 5 points, mais il a joué 13 minutes. Mais c'est pas toujours les mêmes gars qui sont efficaces, ce qui fait en sorte que peu importe ce qui arrive, ça donne des options à l'entraîneur qui est capable de se dire, bon, c'est qui est hot aujourd'hui, qui je peux envoyer, puis effectivement, il y en a plusieurs. Donc, toujours intéressant, Bishops à suivre. On termine avec Concordia McGill. Comme on l'a mentionné, enfin une victoire de Concordia, pour commencer, enfin. Ça faisait 9 défaites de suite pour Concordia, c'était ça? Oui, 9 défaites de suite. Ils avaient gagné leurs 5 premiers matchs, 9 défaites de suite. Et là, affronter une équipe de McGill qui allait bien, qui avait gagné 3 de ses 4 derniers matchs ou 3 de ses 5 derniers, je ne me souviens pas. Puis, on avait un Samuel Chaput que j'ai adoré voir en deuxième moitié de saison. Un vétéran, malheureusement, il ne reviendra pas l'an prochain. C'est un gars, on a parlé de lui un peu plus tôt cette saison. Là. Donc, il a été encore excellent, mais malheureusement, pour McGill, trop tard cette saison. La victoire de Concordia assure aux Stingers leur qualification pour les éliminatoires. Mais, comme je t'ai dit tantôt, avant qu'on entre en onde,
Rien contre Concordia, rien contre personne, jamais. Mais à cause de la façon dont jouait McGill depuis quelques semaines, j'aurais aimé les voir entrer en éliminatoire, voir quel genre de défi il aurait donné à des équipes comme l'UQAM, Laval et Bishops. Je pense que je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que tout de même, Concordia, je pense qu'ils ont eu une des séquences de défaites les plus étranges que j'ai vues dans n'importe quel sport confondu pour avoir suivi. Parce que quand tu regardais ces 9 matchs-là, c'était tellement genre des petites choses, surtout en fin de match, que ça ne marchait pas. Tu sais, je pense qu'il y avait un ou deux de ces matchs-là que c'était vraiment des blowouts ou vraiment l'autre équipe a dominé. Mm-hmm. Mais quand tu regardes ces matchs-là, genre c'était vraiment, OK, tu vois que cette équipe-là, c'est juste, il faut qu'ils trouvent leur constance offensive, il faut qu'ils se retrouvent avec l'absence de leur meneur Tyrell Williams durant une partie de cette séquence de défaite-là. C'est comment on est capable de se retrouver là. Puis je pense que c'est le match le plus complet offensivement qu'ils ont joué. Alec Faneuf, leur meneur, a été exceptionnel. Sami Jan a bien joué. Jaime Joseph, en sortie de banc, il a amené 18 points. C'est vraiment collectivement, il y a eu un très bel effort, puis c'est juste une belle efficacité. Ils ont terminé avec 45% au tir global, 50% aux 3 points. Je pense que c'est quelque chose, je pense qu'ils n'ont jamais eu ce pourcentage-là. En tout cas, durant cette séquence de défaite-là, c'est pas arrivé qu'ils ont eu 50% aux 3 points, avec 10 3 points réussis. Pour moi, c'est vraiment une performance qui montre qu'ils ont finalement réussi à trouver un rythme, se retrouver, puis être capable d'être constant sur 4 quarts. Puis du côté de McGill, je pense que c'est dommage, comme tu l'as dit. Samuel Champu, il a terminé avec 24 points. Haris Elezovic, 19 points. Ils ont joué quand même un match solide, mais je pense que ça a été un match de Concordia vraiment très efficace. Surtout sur la ligne des 3 points. Puis je pense que c'est ça qui a fait la petite différence. McGill, ils ont terminé avec 7 3 points réussis, 41% de réussite. Ça joue à pas grand-chose, mais quand tu réussis 10 3 points puis 50%, ça fait une différence dans un match. Ça fait une différence dans un match, puis c'est ça qui arrivait. Puis, tu sais, McGill a quand même joué du basket de rattrapage tout le long du match. Tu sais, à un moment donné, il tirait de l'arrière tout le long. Ça a même été jusqu'à 12 points au quatrième quart à un moment donné. Fait qu'à un moment, tu sais, t'as beau réussir. Concordia trouvait le moyen de maintenir un rythme que McGill n'a pas pu soutenir, tout simplement. C'est ce qui arrive. Tu sais. Puis, tu l'as dit, regarde, Concordia, c'est pas qu'il démérite du tout. Effectivement, ça reste une belle équipe de basket. Concordia, c'est une équipe extrêmement bien coachée, extrêmement solide, efficace en défensive, dans le sens de leur jeu collectif. Donc, à la fin, à un moment donné, si tu arrives à tirer pour 45,6%, dont 50% aux 3 points, avec 10 3 points dans un match, ben tu vas gagner ta part de rencontre. Puis effectivement, c'était peut-être des détails qui manquaient une fois de temps en temps cette saison. Puis sans Tyrell Williams, bien évidemment, tu as ton gros punch offensif, ton 1-2 avec Alec Faneuf et lui, là, qui est pas là, fait qu'il est à rebâtir avec quelqu'un d'autre. Fait que c'est pas évident. Mais bon, ça reste que, comme je te dis, j'aurais aimé voir ce que McGill avait à offrir. Maintenant, c'est à Concordia de démontrer qu'effectivement, ce jeu collectif-là peut se transposer en victoire, en éliminatoire. Donc, ça, ce serait intéressant. McGill, juste mentionné quand même, McGill a perdu 4 matchs cette saison par 2 points ou 1 point seulement. Et là, ça ne compte même pas celui-là qui est par 4 points. Donc, tu sais, pendant l'année, là, quand tu es une équipe qui perd 4 matchs comme ça par 2 ou 1 point, ça, c'est un panier de différence. Ben, ça se peut qu'à la fin, il manque des victoires pour aller en éliminatoire. Regarde, ça se joue à pas grand-chose, hein, ça en est la preuve. 100%. Fait que ça fait le tour. Comme je dis, la semaine prochaine, on a des matchs qui vont être intéressants pour le classement. Dans le fond, on sait que Concordia, au niveau des hommes, vont terminer 4e. Ça ne change rien. Mais c'est de voir là, UQAM, Laval, Bishops, qui va jouer où exactement. L'UQAM a 2 matchs à jouer. Laval et Bishops en ont 1. Donc, ça va être de surveiller là, qui gagne quoi. Puis après ça, ça va être des belles éliminatoires parce que tout le monde peut battre tout le monde. Et en ce sens-là, je ne m'attends pas à... J'ai pas d'attente. J'ai juste l'attente de bons matchs, mais j'ai pas des attentes à dire, OK, telle équipe se doit de gagner absolument, sinon ce sera une déception. Ça va être une déception, évidemment, peu importe qui perd, là, mais de toute façon, comme je dis, on aura le temps d'en parler parce que la semaine prochaine, on a des matchs, puis après ça, on va avoir une vraie idée du portrait des éliminatoires. Non, totalement d'accord. Je pense que moi, je suis juste
déjà, pour la semaine prochaine, je suis très curieux de voir comment l'UQAM va jouer à Bishops. Je pense qu'ils vont vouloir bien jouer là-bas. Juste pour finir de bonnes notes leur saison des deux côtés, autant féminin que masculin. Fait que pour moi, ça va être intéressant. Du côté de Laval, ça va être juste de. Je pense que ça va être juste de. C'est une équipe qui joue très bien. Ils vont jouer à Concordia. Je pense que ça va être un bon test de fin de saison parce que c'est une équipe qui joue. Les Stingers, c'est une équipe qui joue bien défensivement des deux côtés, autant féminin que masculin. Fait que pour moi, pour ces deux équipes du Rouge et Or-là, ça va être une bonne opportunité de se réaffirmer offensivement puis continuer. En tout cas, particulièrement du côté féminin, après un match comme celui qu'ils ont eu la semaine dernière, vraiment se retrouver offensivement puis retrouver cette frappe offensive-là qu'on avait vue au début de la saison. Excellent. Bien, ça va être à suivre. Encore une fois, Jason, un énorme merci pour ton travail cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Puis regardez, là, tu le dis souvent, je vais utiliser ce que tu dis, aller voir des matchs parce que franchement, là, cette fin de saison est formidable. Et je vous dirais que la fin de saison au basket collégial aussi est complètement folle. Donc, il y a vraiment, vraiment du gros basket, du bon basket. Puis les enjeux sont tous là maintenant. Donc, il n'y a plus de matchs qui ne veulent rien dire. On a juste vraiment du beau basket à voir. 100%. Allez voir les matchs, prenez soin de vous. Salut. Salut. Alors, cette semaine, on a un volet spécial. D'habitude, on ne se fait pas nécessairement une chronique. Je vous parle beaucoup de volleyball, mais je ne fais pas nécessairement une chronique pour en parler. Mais là, cette semaine, on fait quelque chose de spécial. On est avec Danny Brown, qui est descripteur des matchs du Rouge et Or. Et si jamais vous n'avez jamais eu la chance d'écouter un match du Rouge et Or en ligne, je vous dis, c'est à faire absolument. C'est du niveau olympique. Tu es avec Gilles Lépine, de toute façon, qui est l'analyste des matchs olympiques. Mais Danny, tu fais de l'aussi bon travail que n'importe quel autre descripteur. Fait que toujours un plaisir de t'écouter et surtout un plaisir de te recevoir aujourd'hui, Serge. Ben, merci. Écoute, je peux pas prendre le mérite tout seul. Effectivement, tu l'as dit, Gilles, c'est la Bible du volley. Moi, c'est ma 3e année avec Gilles, ma 10e année avec le Rouge et Or, puis j'en apprends encore en tous les jours à travailler avec Gilles. Là, ben, cette semaine, tu vois, on a ajouté Claudia Gauthier qui se rajoute à nous, qui est une ancienne joueuse du volley. Donc, ça ajoute un petit peu d'impact. L'équipe technique autour de nous est tellement impressionnante là, avec Jean-François du groupe Action, là, les reprises vidéo, on a des tableaux de statistiques à cette heure. On essaie d'avoir le meilleur service possible qu'on veut offrir à nos amateurs de volley. Non, absolument. La qualité de ce qui est offert, c'est vraiment haut de gamme. Puis c'est le fun parce que ça rend justice à la qualité du spectacle qui est offert sur le terrain en plus. Fait que c'est une belle chose. Bravo à vous autres, là, franchement. Merci, c'est bon. Un modèle à suivre dans le genre, en tout cas. Fait que je voulais t'inviter parce que là, les éliminatoires vont commencer, autant chez les gars que chez les filles. Et puis, je voulais qu'on puisse mettre la table. Puis, la meilleure chose à faire, c'est d'en parler avec quelqu'un qui a vu toutes les équipes aller, qui a vu tout le monde jouer, autant les gars, les filles. Donc, je suis content de t'avoir avec nous pour parler de ça. Je voulais qu'on commence en parlant des gars. Okay. Chez les hommes, en fait, chez les hommes comme chez les femmes, il y a 4 équipes qui sont qualifiées. On est directement en demi-finale. Chez les hommes, l'équipe numéro 1, c'est Sherbrooke. Sherbrooke, l'année passée, qui a été une petite surprise dans le fond, parce qu'on ne les a pas nécessairement vus venir à ce point-là pour dominer. On ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'ils viennent gagner le championnat provincial. Ils l'ont fait, mais en plus, ils ont terminé 3e au Canadien. Ils ont été extraordinaires. Puis cette année, ils ont échappé le premier match de la saison, puis le reste, ils n'ont que remporté des victoires. Ils ont échappé effectivement le premier match contre Montréal, puis depuis ce temps-là, c'est la belle run qui se poursuit. Écoute, avec une jeune équipe, en plus, l'an passé, il y avait seulement un vétéran au centre qui était Raphaël Vien, que cette année, il a quitté, mais remplacé par Elliot Collard, qui est quand même pas piqué des verres non plus. Mais effectivement, c'est la belle lune de miel qui se poursuit à Sherbrooke. Puis honnêtement, c'est mes favoris encore cette année. Tu sais, je travaille pour l'Université Laval, mais je suis obligé de t'avouer que c'est mon équipe favorite encore cette année pour les provinciaux. C'est une équipe extraordinaire, tu l'as dit, Elliot Collard qui est arrivé puis qui n'est pas piqué des verres, mais c'est un gars de quoi, 6-8 à peu près. 6-7. Fait que, tu sais, c'était une affaire qu'il y avait à Sherbrooke, c'est qu'il n'y avait pas énormément de grandeur, puis c'est encore un peu le cas par rapport à d'autres équipes qu'on va voir dans l'Ouest quand il va y avoir les championnats canadiens, où est-ce que tu as des équipes où est-ce que même le passeur est 6 pieds 5, 6 pieds 6. Ah ouais.
là, Sherbrooke, c'est une équipe extrêmement athlétique, extrêmement solide avec un gars, puis je pense qu'il représente probablement tout ce qui est Sherbrooke. Zachary Hollins, un attaquant de 6 pieds, mais qui, écoute, une détente comme on n'en voit jamais. Il est extraordinaire. Puis évidemment, ils sont menés par leur passage, Jonathan Portelance. Oui, tu l'as rencontré, tu l'as eu, Jonathan Portelance, il y a quelques semaines déjà. Écoute, 6 pieds 3, c'est quand même pas dénigré du côté du RSEQ comme passeur. Mais en plus, il sert bien, il défend des balles, c'est incroyable. Il y a tout dans son jeu, Jonathan, pour aider puis bien distribuer la balle à des gars comme Zachary Hollande que tu as mentionné. Faut pas oublier Johan David qui joue comme opposé, qui frappe comme un train. Il est 201 attaques marquantes en 438 cette année. C'est un des joueurs qui a le plus de balles pendant un match. On a parlé d'Eliott Collard au centre. L'autre joueur de centre, c'est Julien Vanier. Pas super grand non plus, mais qui joue très rapide. Fait qu'il trouve toujours le moyen de marquer ses balles. Puis Guillaume Rivet, qui vient compléter le set partant, si on veut, comme libéraux, qui voit du caoutchouc comme jamais, mais qui est toujours au bon endroit, touche à presque tous les ballons. Fait que ça fait une super belle équipe là, pour affronter là, contre des équipes dans l'Ouest. En Alberta, en passant en finale de bronze, là, c'était pas gênant. Là. Non, vraiment pas. Puis on l'a dit, c'est ça, c'est une équipe très athlétique. Puis tu dis, ils sont jeunes, ils sont encore jeunes. Ils ont seulement un finissant cette année qui est Sébastien Lapensée. Donc, on va continuer de les voir en plus. Sherbrooke, moi aussi, évidemment, je pense qu'on n'a pas le choix de les voir favoris. Là. C'est l'équipe à battre. Là. Ils sont en haut. Ils ont été en haut toute l'année. À partir de là, évidemment, tout est à recommencer. Ce que tu as fait dans la saison compte plus. Mais ça reste que la cible est sur leur dos. Et ils vont amorcer les éliminatoires contre l'équipe qui a fini numéro 4, les Tigers de Dalhousie. Parle-moi-en un peu des Tigers de Dalhousie. Oui, ils finissent 4-12, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des joueurs intéressants à surveiller. Non, effectivement. Dalhousie, encore là, c'est une jeune équipe. C'est aussi, il y a un petit joueur de 6 pieds 8 qui s'appelle Lucas Condon Aldrin. C'est une première année. C'est un grand joueur de centre qui est assez impressionnant, son entraîneur trouve le moyen que malgré que ce soit un joueur de centre qu'on remplace habituellement en ligne arrière par le libéraux, ben, c'est pas dans son cas. Lui, il reste en ligne arrière et vient frapper comme joueur opposé du 3 mètres. Fait qu'il est vraiment le fun à regarder. Tu as aussi l'autre attaquant opposé qui est Michael Donovan, lui 6 pieds 7, deuxième année seulement. Il y a des choses qui promettent dans Dalhousie, mais naturellement, ils ne sont pas chanceux. Ils vont avoir le malheur d'affronter Sherbrooke en commençant. Mais il y a du potentiel sur le terrain. Le vétéran, c'est Quentin Darling, leur passeur, 4e année qui est là. Il distribue bien le ballon. C'est des joueurs, quand on les a vus à Laval, nous, cette année, qui sont vraiment intensifs puis agressifs en réception aussi puis en défensive. Ils sont vraiment sur le ballon. Là, il s'agit de mettre la cohésion un peu avec tout ça. Là, ça pourrait à long terme, là, peut-être venir jouer un tour là, au 3e rang, peut-être, là, mais c'est à suivre. Mais c'est ça. On voit qu'il manque, comme tu l'as dit, un petit quelque chose, une petite cohésion, parce que le talent est là. Il y a un autre joueur, Owen Tran, leur libéraux, qui a été excellent cette année, encore une fois. Tu parlais donc de leur défensive. Il fait partie, évidemment, de ce groupe-là. Mais c'est ça. Dalhousie, il leur manque une petite affaire. Il leur manque. Puis à chaque match, c'est souvent ce qu'on voit avec les équipes plus fortes versus plus faibles. Il y a une série dans le match, là, à un moment donné, où tu as l'impression, oups, ça tombe. il remonte moins vite quand ça va pas bien. Puis c'est tellement un jeu de momentum, le volleyball, depuis que c'est Rally Point, ça fait longtemps. Mais nous autres, on était assez vieux pour avoir joué au moment où tu pouvais faire des points juste quand tu avais le service. Fait que... oui, c'est ça. Mais tu sais, une fois qu'ils vont avoir réussi à trouver une régularité, même au service, là, on a vu Donovan servir des missiles, là, mais une fois sur deux, son lancer de balle est moins bon. On avait constaté avec Gilles que c'est vraiment l'expérience que les gars vont prendre qui fait que ça pourrait aider cette équipe-là là, dans le futur. Exact. L'autre demi-finale, et là, on va avoir du fun parce qu'on parle d'une rivalité en plus. C'est pas juste deux bonnes équipes avec des bons joueurs. On parle de rivalité historique entre deux universités dans plein de sports, entre deux villes aussi, mais également juste volleyball pour volleyball, même s'il n'y avait pas d'autres sports universitaires qui existaient. Montréal et Laval, ça fait longtemps que ça se bat un contre l'autre. Et là, on va les voir tout de suite en demi-finale. Bon, pour l'instant, Montréal a fini 11-5, Laval 10-6. Là, c'est pas, l'écart n'est pas énorme.
comment tu vois ça? Parle-nous d'abord de Laval, justement, l'équipe que tu connais, que tu as suivie toute la vie. Ben, c'est sûr que du côté de Laval, ça va jouer beaucoup avec des gars comme Max Lausier et Nicolas Fortin, qui sont les cogneurs de l'équipe. Là, espérons que Nicolas Fortin, son épaule va te faire un peu. Il y a eu quelques difficultés cette année. On a même été surpris, on l'a vu servir en flottant dans le milieu de la saison à un moment donné parce qu'il voulait ménager son épaule. On a trouvé ça bien drôle. Ses collègues sur le terrain aussi ont trouvé ça bien drôle d'ailleurs. Charles Saint-Aubin, qui est la recrue cette année, passeur. T'sais, on a le luxe à Laval d'avoir un passeur de 6 pieds 6. Fait que du côté droit du terrain, les petits attaquants à ce moment-là, comme Alexis Tournier, Julien Boileau, qui sont excellents, qui sont hauts. Mais là, le fait d'affronter un contrat devant toi de 6 pieds 6, ça change un peu la donne. Pour avoir vu les matchs cette année, le passeur Saint-Denis avait tendance à aller beaucoup plus du côté de Guillaume Bisson comme opposé parce qu'il savait que les petits attaquants de Laval, les petits attaquants 6 pieds 3, 6 pieds 4 pouvaient donner une moins bonne opposition que s'il faisait la balle à Boileau devant lui, que Saint-Aubin puis Jonathan Girard à 6 pieds 6, 6 pieds 7 devant lui. Est-ce que ça va être le cas? Ça va être dur à dire. Les matchs, là, les derniers, ont été à l'avantage de Montréal. Ils ont pris le numéro de Laval. Là, on a William Bergeron, notre passeur, qui s'est blessé en fin de saison, fracture à une main. Je suis pas certain qu'il va être capable de jouer pour la demi-finale. J'ai pas parlé avec Gino récemment. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Mais naturellement, Montréal le sait très bien. Là. La balle, elle va aller soit Fortin ou soit Lausier. C'est immanquable. Il faudra continuer de bien servir. C'est sûr qu'on a des serveurs qui sont à domicile. Lausier, Fortin, Saint-Aubin, c'est des gars qui sont des services en suspension smashés, très violents. Par contre, il y a un plus haut taux de difficulté là, quand tu te mets à servir comme ça. Fait que c'est ce que je m'attends du côté de Laval. Charles Saint-Aubin devra garder les choses simples. Il bouge bien, il sert bien, il est grand, il est physique. A tendance, par contre, à l'occasion de vouloir trop en faire seul. Tu sais, au lieu de garder la petite passe simple, vraiment mettre la balle arrière, tu sais, pas pour le show, là, mais Charles, c'est un gars qui aime ça de donner un spectacle, naturellement. C'est un athlète. Là. Mais moi, j'aimerais de temps en temps qu'il aille avec la chose simple. La balle facile devant lui pour, au pire, aller recycler le ballon, continuer à jouer que plutôt qu'essayer la grosse chose qui pourrait marquer le point. Ça sera à voir. Mais tu le dis en même temps, c'est qu'il compte sur les deux attaquants qui ont été les plus prolifiques de la saison. Fait que, tu sais, le fait de garder les choses simples, justement, avec ces deux gars-là, quand tu le sais, ben, écoute, tu joues ces probabilités en me disant, regarde, je sais que mes deux attaquants sont capables de faire le travail, j'ai pas nécessairement besoin de forcer la note à chaque fois. Non, mais le compte de l'autre côté n'est pas fou non plus. T'sais, ils savent très bien que si Lausier est en ligne arrière, ben, on va attendre Nicolas Fortin en 3, là, parce qu'on se bouge très bien du côté de Laval, du Montréal. On peut très bien. Là, quand tu as 6 mains devant toi, au-dessus de la tête qui t'attendent, c'est difficile à traverser le ballon. Là. Ah, il y a une question, il y a absolument, là, c'est pas une question de. C'est un peu comme dire je vais tout le temps passer le ballon à la même place parce qu'il est bon, mais il ne sera plus aussi bon justement parce que le ballon est toujours à la même place. Ça, c'est clair. Mais ça reste qu'au bout du compte, il y a quand même des gars qui sont capables de faire un travail, qui sont capables de se débrouiller avec des balles, qui sont capables de justement, comme tu dis, garder le ballon en vie des fois. C'est pas juste de faire l'attaque. Oui, tu veux toujours marquer, mais c'est des gars qui trouvent le moyen de se défaire des blocs, de trouver des façons de placer le ballon en puissance, mais peut-être des fois une petite affaire moins, mais aller chercher des angles à des endroits des fois, puis ça fait en sorte que t'évites justement des balles que si c'est un autre gars, ben, ça se fait bloquer, puis là, tu as de la misère à garder ton rythme. Mais évidemment, pour Laval, ça, c'est les deux gros noms. Pour Montréal, là, tu as un autre type de jeu. Tu as un autre type de jeu. Tu as beaucoup de gars qui arrivent avec beaucoup de vitesse dans cette équipe. Effectivement, c'est la différence avec Laval, parce que ça, à Laval, on n'a pas parlé de Hugo Anderson puis Jonathan Girard au centre qui sont gros et imposants, mais la vitesse est du côté de Montréal, avec un libéro qui est extraordinaire à Yacine Cassis, qui est presque sur tous les ballons, ce qui donne la chance d'envoyer la balle à ton passeur, qui est Saint-Denis, qui fait excellent travail. Hein? Maxime Saint-Denis, deuxième année seulement, je pense, avec l'équipe, donne la balle rapidement. Les attaquants sont mobiles. Les joueurs de centre aussi, les nouveaux qui sont là, sont mobiles. Guillaume Bisson, avec sa main gauche en ligne arrière, peut faire des ravages.
Fait que c'est la différence un peu entre les équipes. Tu sais, Montréal est très rapide. Mais capable, tu sais, Alexis Tournier, sa première année, recrue de l'année là, avec Montréal aussi. Là. Puis Julien Boileau, c'est un peu comme Zachary Hollande qu'on a parlé de Sherbrooke tantôt. Exact. Seulement 6 pieds. Mais quelle hauteur il a. Puis il y a un mouvement tellement rapide là, avec l'épaule qui fait que c'est difficile d'arriver au bon endroit, au bon moment pour bloquer le ballon. Là. Ça fait que c'est la clé du succès du côté de l'équipe de Gazi Guidera là, à Montréal. Là. Exact. Fait que d'après toi, je sais que veux pas tes couleurs, puis c'est correct. Est-ce que qui va avoir le dessus? Tu l'as mentionné tantôt, dernièrement, Montréal a peut-être un peu le numéro de Laval. Est-ce que on va réussir à switcher ça ou à qui tu donnerais ton vieux 2 là, si tu avais? Ben, sur ma feuille, j'ai mis Montréal en jaune. Je sais que mes amis de Laval n'aimeront peut-être pas ça. C'est sûr, de tout cœur, j'aimerais que Laval gagne. Ça nous permettrait de faire une autre fin de semaine, parce que là, on a juste un match en fin de semaine. Mais je pense que, dû par la fin de la saison, Montréal a peut-être une petite longueur d'avance. Je suis d'accord, mais écoute, c'est toujours des bons matchs, Laval-Montréal. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Puis même quand le nombre de 7 indique une victoire qui a l'air d'aller d'un bord plus que de l'autre, t'étais des détails près dans ces matchs-là. Fait que ça va être vraiment intéressant, j'ai hâte de voir. Ben, en saison régulière, c'est 2-2. Les deux équipes ont gagné chacun 2 matchs. Exact. Et c'est 2 entraîneurs qui sont tellement expérimentés en Gino Brousseau et en Gazi à Montréal. Fait que les deux peuvent nous sortir un lapin de leur chapeau, puis ça peut être la clé tournante dans tous les matchs. Absolument. Écoute, ça va être beau à voir. Fait que ça, ces matchs-là, excuse-moi, je retourne dans mes affaires, parce que là, je t'ai rendu que, donc, vendredi, parce que c'est les 2 de 3, hein, donc, ça se passe vendredi du côté de Sherbrooke à 18h et à 19h du côté de Montréal, entre Laval et Montréal. Et samedi, le lendemain, on a le deuxième match. Et si besoin est, il y aura un troisième match dimanche à ce moment-là. Fait que on voyage d'une place à l'autre. Pas du côté sauf pas vrai pour Dalhousie, Sherbrooke, ça se passe tout à Sherbrooke. Question de transport, ça, le RSEQ a établi un règlement il y a quelques années. L'équipe qui a le meilleur classement entre les deux reçoit la demi-finale au complet. Fait que c'est ça, troisième match au besoin dimanche à Montréal ou à Sherbrooke. Puis les deux équipes vont s'affronter en ce moment-là en finale le week-end suivant pour la finale provinciale. Et la beauté de ce que j'ai appris ce matin, advenant le cas de McMaster qui remporterait leur match samedi soir contre Toronto Metro, vu qu'ils sont déjà l'équipe hôtesse, advenant le cas d'une victoire, ça permettrait à ce moment-là d'avoir 2 équipes du RSEQ aux Canadiens parce qu'ils peuvent, selon le règlement, on ne peut pas avoir plus que 3 équipes au niveau de l'Ontario au championnat canadien. Fait qu'on a, je te dirais, Toronto Metro qui n'a pas eu une super saison. On a à peu près 3 chances sur 4 de réussir d'avoir 2 équipes du RSEQ canadien cette année, qui seraient les 2 équipes finalistes à ce moment-là. On peut penser très, très, très fortement que Sherbrooke va être une des 2. Donc, ça rend encore plus intéressant le duel Laval-Montréal, là, parce qu'il y a peut-être une place au championnat canadien à la clé. Tout à fait. Volleyball féminin. Là, du côté féminin, on a eu une bataille parce que on a 7 équipes dans le RSEQ au niveau féminin. Quelque chose qui va peut-être changer d'ici 2 ans parce qu'on a appris qu'Ottawa allait peut-être éventuellement, en tout cas, signifier son intention de faire sortir ses équipes de hockey féminin et de volleyball féminin du RSEQ. Ça, c'est une histoire qui reste à voir et à suivre. Mais en attendant, on a toujours une bataille forte entre 5 équipes pour 4 places. Et cette année, malheureusement, l'équipe qui rate son tour, l'année passée, c'était Montréal à la surprise générale qui n'avait pas raté ça depuis toujours. Et là, c'est Laval, malheureusement, à cause de l'avant-dernière fin de semaine, 2 défaites malheureusement qu'elles ont subies pendant que Sherbrooke gagnait 2 matchs. Sherbrooke a réussi à passer devant. Ça prenait une victoire en fin de semaine dernière contre Montréal pour le Rouge et Or pour espérer passer. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ben, je te dirais même que ça aurait pris une victoire contre Ottawa le week-end avant. Ben c'était surtout ça. C'était là la clé. Là, la vraie clé, c'était là. Mais tu sais, avec le bris d'égalité, si on avait réussi à battre Ottawa, probablement qu'on aurait été correct. Tu sais, le match de Montréal devenait moins important. C'est ça. Mais là, ça se joue sur le terrain. Puis cette année, on l'a vu, la parité au niveau féminin. Ottawa, puis Trois-Rivières a surpris Montréal une fois aussi, puis McGill. Donc, la beauté est là.
Là, on ne sait pas ce qui va arriver avec Ottawa. Puis moi, j'ai lancé de quoi en l'air, il y a 2 semaines. Je regardais au niveau universitaire en Division 2, l'UQAC. C'est sûr qu'on n'est peut-être pas rendu là, mais je veux dire, de plus en plus, on voit les régions se faire une belle formule au niveau scolaire avec un club civil, une équipe collégiale au niveau des 1. Donc, on pourrait peut-être finir par en arriver là. Mais pour l'instant. Avec Jonquière, qui a un sacré beau programme en collégial D1, effectivement, tu aurais une pépinière, là, en fait, là, pour garder ton monde. Là, évidemment, encore faut-il que les filles veulent étudier à l'UQAC et que les programmes soient donnés là, mais ça reste que, comme tu dis, il y a lieu de réfléchir à l'idée qu'il y a peut-être une solution de rechange si jamais Ottawa s'en va. Là, le bassin est là, c'est certain. Absolument. Non, en volleyball. Le volleyball féminin est jamais mort comme, ben, je dis pas mort, là, mais dans le sens, n'a pas réduit, disons, son flot de joueuses autant qu'au volleyball masculin. Il y a plusieurs années, au volleyball masculin, tu avais des équipes en masse au niveau du secondaire, mais à un moment donné, la région de Montréal s'est comme affaissée en termes de production de joueurs de volleyball, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as moins d'équipes, et collégiales et universitaires, puis on le voit, mais au niveau féminin, il y en a en masse, puis effectivement, on pourrait certainement avoir une université de plus là, en Division 1. Et la baisse au niveau des hommes, là, qui commence à revenir, au niveau scolaire, on commence ici dans la région de Québec à avoir des équipes. C'est arrivé avec les nouveaux programmes de football qui sont rentrés il y a quelques années. On ne sera pas de cachette, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Les petits gars, ils ont vu les équipes de football grandir, puis c'est arrivé avec ça. Là, ça commence à se replacer un peu. Est-ce que ça va toffer? Mais Gilles a fait un expertise chez nous il y a quelques semaines. Dans les high schools américains, le sport le plus pratiqué au niveau féminin est le volleyball, devant le soccer et devant d'autres sports. Donc, le bassin, les joueurs sont là. À ce moment-là, il faut juste voir si les cégeps et les universités vont continuer à embarquer, mais les joueurs sont là. Si les universités et les cégeps décident de rester dans le programme, les joueurs sont là. Exact. Puis évidemment, si les joueurs sont là, ben le talent est là, puis on a eu le droit à une belle bataille, comme on disait. Ben, malheureusement, Laval ne sera pas du tournoi de fin de saison, mais demi-finale, la première, ça va être Sherbrooke et leur excellente passeuse Emma Bergeron contre l'UQAM qui finit 13-5, une victoire de plus que McGill et Montréal, mais d'après moi, l'UQAM était peut-être l'équipe, en tout cas à mon avis, vraiment numéro 1 cette année. Ça va rester à prouver, mais on va avoir une belle bataille Sherbrooke-UQAM, parce que la dernière fois, Sherbrooke a même battu l'UQAM. Oui, puis c'est un premier titre pour l'UQAM là, au niveau du RSEQ en tant que saison régulière. Tu as parlé de l'excellence passeuse de Mont Bergeron de Sherbrooke. Noémie Gagné à l'UQAM n'a pas piqué les verres. Non, pas du tout, en effet. Tu sais, il y a des attaquantes qui ont vu des ballons cette année. On commence par Sherbrooke, si tu veux. Jaël Estan-Telfort, joueur opposé, qui a vu du ballon. Catherine Lavigne, l'attaquante. Au centre, on a 2 opposés. Marianne Boucher, qui fait 6 pieds 3. Ouais. Et Gabrielle Minier, qui fait 5 pieds 9. Mais il y a un qui pense qu'il fait 5 pieds 9. Si on la regarde jouer, elle joue comme une fille de 6 pieds. C'est incroyable. Là. On a parlé d'Emma Bergeron qui distribue le bien. Emma Bergeron, c'est la petite cousine de Jonathan Portelance. C'est le même genre de joueur. Distribue bien le ballon, coordonne bien ses équipes tout le tour de elle, sert bien, défensive, récupère beaucoup de ballons. C'est 2 équipes à Sherbrooke, autant masculin que féminin, qui se ressemblent beaucoup. Effectivement. Puis, mais tu sais, je sortais le nom d'Emma Bergeron parce que pour moi, elle représente le modèle, si tu veux, puis ça n'enlève absolument rien aux autres. Là. Il y en a des bonnes. On va parler d'Audrey Trottier, on va parler d'autres bonnes joueuses. C'est pas. Mais Emma Bergeron, pour moi, tu sais, t'es une jeune passeuse, là, tu veux regarder comment travaille une passeuse. Emma Bergeron, pour moi, est vraiment tellement spéciale à regarder. Elle arrive à faire des choses avec le ballon. Tu te dis, OK, on dirait qu'elle joue sans peur, là, dans le sens où elle essaye des choses, mais on parlait tantôt de savoir quand les essayer. On dirait que son expérience là, fait tranquillement pas vite qu'elle choisit bien ses moments. Elle sait être efficace, elle sait jouer des deuxièmes mains. Donc, non, c'est une joueuse que j'adore regarder jouer depuis quelques années. Elle joue bien la deuxième main, là, bien cachée. Elle a l'avantage de prendre toujours le ballon au même endroit devant son front. En suspension, elle accélère le jeu. Donc, c'est très difficile pour la contreuse en face de voir est-ce qu'elle va. Puis, elle est capable de frapper le ballon. Là. On l'a vu à Laval cette année. Puis, il va super bien dans les airs, frappe avec la main droite, avec une bonne puissance.
Fait que tu l'as très bien dit, là, c'est le pilier sur cette équipe-là qui peut tout faire et bien le faire. Mais elles affrontent l'UQAM. Tu as parlé de Noémie Gagné. On est obligé, quand on dit UQAM, de dire Sabrina Maillé, qui, à mon avis, oui, le numéro 2, là, si vous ne suivez pas, quand vous regarderez, vous allumerez votre écran d'ordinateur pour regarder ça. Le numéro 2, de toute façon, ça ne vous prendra pas énormément de temps. Elle va recevoir beaucoup de balles, mais ce n'est pas juste qu'elle reçoit beaucoup de balles. Elle défend, tu parlais de défendre. C'est la meilleure serveuse au niveau du nombre d'as. C'est la meilleure attaquante. C'est elle qui a le plus de points, puis elle est parmi le top 3 ou 4 au niveau de la défense, au niveau des récupérations défensives. Ouais. C'est la joueuse par excellence, sans contredit, à mon avis. D'autres mondes pourront peut-être penser le contraire, mais pour moi, Sabrina Maillé a connu une saison extraordinaire. Puis elle est bien entourée. Il y a plusieurs autres très bonnes joueuses, mais c'est la star, c'est la vedette de l'équipe. Puis tu sais, tu l'as dit, là, c'est elle qui marque le plus de balles. Et c'est elle aussi qui a le plus de tentatives d'attaque. 245 attaques marquantes sur 718. C'est du caoutchouc, ça, là 718. Oui. Et chez les hommes, c'est la plus proche. Je pense que c'est Max Lausier avec 507. Hey, c'est 200 de plus. D'un autre côté, il y a une chose. Au niveau féminin, il y a plus de ballons qui se récupèrent. Donc, il y a souvent plus de tentatives d'attaque. Fait que ça peut jouer. Mais ça reste que faut que tu sautes à 700 reprises, tes attaques à 700 reprises les balles. Fait que non, c'est une joueuse extraordinaire. Puis il y a la recrue aussi, Annika Pinault, qui est là, une grande fille de 6 pieds 1, qui a pris la place de Gabrielle Archambault, qui a terminé sa carrière, la capitaine. Annika, c'était la joueuse par excellence au niveau collégial l'année passée. Elle est rentrée là. Plus la saison avance, elle a une petite blessure à la cheville, mais plus la saison avance, là, plus on la sent prendre du rythme, prendre du contrôle. Elle est vraiment confiante, la fille sur le terrain. Elle n'a pas l'air du tout d'une recrue. Pas du tout. Solide équipe. Excuse, je te coupe. Nous, on ne l'a pas vu les derniers matchs quand ils sont venus à Laval. C'est justement quand elle s'est blessée à la cheville. Mais on entend beaucoup de bien. Ces deux entraîneurs nous disent que c'est la recrue. Je ne serais pas surpris qu'elle serait peut-être mal recrue par excellence au niveau du RSEQ cette année. Encore là, c'est 491 tentatives, là, 164 balles marquées là-dessus. Mais c'est pas gênant de l'avoir sur le terrain à côté des autres. Puis tu sais, encore là, si tu n'es pas capable de donner le ballon à Maillé, tu n'es pas capable de le donner à Pinault pour X raisons, Laura Côté-Collin est là aussi. Là. Tu sais, c'est vraiment la belle équipe à voir. On a parlé de Sherbrooke, on va parler de McGill Montréal tantôt. Mais l'UQAM, pour nous, cette année, c'est une équipe qui est en progression, qu'on voit arriver depuis 2-3 ans. Depuis qu'on est revenu de la pandémie, on sentait qu'il y avait une pente qui s'en allait vers là. Puis chapeau, écoute, moi, je ne serais pas surpris qu'on les voit championnes provinciales. Bien, en fait, c'est leur... avec raison, c'est leur objectif. Je pense qu'elles ont travaillé pour y arriver. Puis, tu sais, pour compléter, là, on a parlé d'attaquantes intéressantes, mais au centre, là, Erlande Dacilia, Goulet, Sarah-Jade Goulet, la grande qui bloque très bien, puis sans oublier Ariane Perez-Brunel au niveau du poste de libéraux. Donc, une équipe très complète, très efficace, très solide. Fait que ça va être du gros travail à faire là, pour l'équipe de Sherbrooke pour battre l'UQAM, mais elles l'ont déjà fait en saison, donc sait-on jamais. Oui, l'UQAM est 2-1 contre Sherbrooke cette année en saison. Fait que, mon choix, l'UQAM. Moi aussi. McGill, Montréal. McGill, championne en titre. McGill qui finit 12-6. Montréal finit 12-6. Franchement, McGill, l'équipe très expérimentée. Charlène Robitaille, d'ailleurs, je vous invite. Charlène Robitaille, on va l'avoir en entrevue au podcast tantôt. Donc, ça nous fait un beau spécial volleyball avant les éliminatoires. Charlène Robitaille, mais Victoria Iannotti, Audrey Trottier à la passe, Clara Poiré qui a raté une partie de la saison qui est revenue. Une solide équipe. Catherine Verchaval, libéraux. Donc, il y a des bonnes joueuses là-bas. Là. Mon point d'interrogation, je suis obligé de te dire Audrey Trottier. Je sais qu'en fin de saison, on a des difficultés avec une blessure, elle avec. Même qu'à McGill, quand ils sont venus chez nous le dernier match, Audrey ne jouait pas. La deuxième passeuse a super bien fait, là. Mais c'est pas l'expérience d'une 4e année avec Audrey Trottier. Je pense que la différence dans la demi-finale pourrait être là. Si Audrey est en forme et elle est là, sinon, ça peut être plus compliqué pour McGill. Regarde, c'est clair, là. Tu peux pas.
tu ne peux pas avoir un poste aussi important de pivot comme ça où est-ce que tu as des points d'interrogation sans payer le prix un petit peu. Donc, évidemment que si Audrey n'est pas à son maximum, ben ça pourrait être plus difficile. Mais on verra, comme je dis, ils ont tellement de joueurs expérimentés, de talent. Je ne vais pas parler de Megan Smith aussi. Il y a des filles qui ont joué du bon volleyball, mais à la fin, comme je dis, il y a vraiment des bonnes joueuses, puis des filles qui se sont rendues loin l'année passée. Donc, ils en ont vu du beau volleyball. 4e au Canadien l'an passé, Miguel. Exact. Fait que non, ça va être intéressant de voir. La clé va être Victoria Iannotti, qui est leur Sabrina Maillé à eux. C'est Victoria Iannotti, donc pas de doute, une fille à peu près la même shape. Je pense des filles d'à peu près 5'9", là, mais tu sais, des athlètes là, qui sont capables de jouer du ballon en quantité. Non, c'est des très bonnes joueuses. Oh, c'est des filles qui bougent bien, qui sont rapides, une bonne corpulence au niveau des épaules, là, fait que ça frappe des ballons, tu sais. Victoria, c'est 590 tentatives cette année. Encore là, tu l'as dit tantôt, c'est la Sabrina Maillé de McGill. Là. Mais ces filles-là, match après match, sont là, reviennent, sont toujours présents. Et c'est la bougie de l'image, tu l'as dit, avec Audrey Trottier, en souhaitant qu'Audrey soit là en pleine forme. Exact. Et elles affrontent les Carabins de l'Université de Montréal, qui reviennent en force après, comme je disais, l'année passée. Bon, l'année passée, c'est sûr qu'il y a eu le calendrier avait été tronqué un peu à cause de la COVID. Là, on se rappelle, au retour des fêtes, on n'était pas revenu tout de suite. Là, on était revenu en février seulement. Ça avait tronqué le calendrier, peut-être empêché Montréal de revenir, mais bref, ils ne l'ont pas eu. Là, elles reviennent et ça donne l'occasion à tout le monde d'avoir à l'œuvre, notamment une Olympe Desmet, qui est extraordinaire. C'est vraiment une solide joueuse. Donc, Olympe Desmet, qui est, à mon avis, la joueuse à surveiller pour Montréal. Oui, il est bien entouré. Là, on parle de Florence Cloutier, l'autre attaquante qui est Gabrielle Fortin. Ma surprise pourrait être du côté de la numéro 7, Maude Babin, qu'on n'a pas vu beaucoup cette année. Quand Maude Babin est arrivée à Montréal il y a quelques années, on disait que c'était la nouvelle Marie-Alex Bélanger. Cette année, on l'a moins vue. Pas chanceuse, elle non plus. Là, elle a joué un ou deux les derniers matchs. Donc, si Maude Babin peut revenir en forme, ça donne de la profondeur à l'équipe de Montréal. Ah, vraiment. Oui. Ça, c'est effectivement avoir une Maude. Il n'y a personne qui a une Maude Babin sur le banc pour commencer un match, à part Montréal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme tu dis, s'il y en a une qui est peut-être un peu moins dans sa journée, puis que Maude Babin peut rentrer en scène, ça, tu ne perds pas au change, c'est clair. Tu l'as dit, puis tu sais, Florence Cloutier aussi, c'en est une que j'aime beaucoup. Par contre, il y a une affaire avec Montréal, puis ça, c'est plus global, qui m'a achalé toute l'année. Le nombre de services ratés par cette équipe-là pendant la saison, je pense qu'ils en ont raté 255, puis il n'y a personne qui en a raté 200 par elle. Fait que c'est beaucoup, c'est des points donnés constamment. Mais en même temps, je sais que tu ne veux pas enlever les rythmes à tes joueurs, tu ne veux pas leur dire « Hey, servez par en dessous. » On n'est pas là, mais l'idée, c'est il va falloir, je ne sais pas, que ça déclique au bon moment parce que ça a coûté, veut pas pendant la saison. C'est sûr que ça a coûté quelques sets, mais rendu à ce niveau-là, il faut que tu sois dangereuse avec ton service. Il faut que tu prennes des risques. C'est possiblement le mandat que leur entraîneur leur a demandé. Prenez des risques au service. Les filles ne sont pas arrivées au service en se disant pour le fun, bon, ben, je l'ai réussi un tantôt, là, je vais le mettre dans le filet. Mais oui, je suis d'accord avec toi, puis on l'a vécu dans le passé chez nous à Laval, beaucoup de services manqués, ce qui nous a fait mal. Ça sera la carte du côté de Montréal, possiblement. Est-ce que Sarah McLaughlin, leur passeuse, pour être capable de distribuer le ballon? Sa sœur, qui est libéraux. Encore là, on voit à l'occasion la libéraux qui ne rentre pas nécessairement à la place de la joueuse de centre. On garde la joueuse de centre-là pour ne frapper en ligne du 3 mètres. Tu sais, c'est des stratégies d'entraîneur. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Exact. Puis, tu sais, ça va être intéressant de voir ce que Montréal et McGill vont nous donner. Je pense qu'on va avoir un match vraiment haut en couleur. L'expérience de McGill me donne l'impression qu'il y a un petit avantage. Je vais avec McGill.
Mais, regarde, je ne gagerai pas ma maison. Non, moi non plus. Puis c'est pas ma maison, c'est la maison de ma femme. Elle aimerait pas ça que je le gage. Fait que je vais aller, moi, avec du côté de McGill à cause de l'expérience. Comme tu dis, là, pas que j'aime pas Montréal. Montréal, ils peuvent être. Ça peut être la carte cachée. L'équipe qui peut venir vous faire mettre le trouble dans le calendrier, on l'a vu tout le long de la saison. De temps en temps, on se dit, on va aller à Montréal, on va gagner. Mais non, Montréal a réussi toujours à avoir les petites choses de plus. Par contre, oui, avec l'expérience, puis d'autant plus, j'espère qu'Audrey Trottier sera là. Je vais avec McGill. Donc, pas une finale entre McGill et UQAM. Je suis comme toi là-dessus, mais tu l'as dit, mettre le trouble en réalité. Montréal sortirait et gagnerait le championnat provincial. Ce ne serait pas une surprise majeure. Même si, comme je le dis, le classement me dit peut-être que l'UQAM est 13-5 et que les deux autres sont 12-6, mais j'ai l'impression que l'UQAM a un petit edge sur les deux autres. Sur les trois autres, en fait, il ne faut quand même pas éliminer Sherbrooke d'avance. Là, ça reste une bonne équipe, mais j'ai l'impression que l'UQAM, c'est probablement son année. L'UQAM est en mission. C'est vraiment depuis le début de l'année, on voit que les filles ont ça entre les deux oreilles. C'est ça ou rien pantoute. Puis honnêtement, oui, ils ont des super de belles chances de pouvoir y être. On leur souhaite. Ça serait aussi un premier championnat provincial pour elles, une première participation aux Canadiens. On leur souhaite. Les filles qui vont être à UBC cette année. Pas gênant, là, aller jouer à UBC non plus. Non, il y a des endroits plus désagréables sur la planète. Effectivement. Moi, Canadiens, on était allés à Winnipeg la journée de la pandémie. Là. On s'en allait faire le championnat avec Gilles là-bas. Petite histoire courte. Là. On prend l'avion, on part de Québec, on s'en va à Montréal. Montréal, là, ça commençait à jaser. Moi et Gilles, on se regarde. On appelle l'université, on y va dessus. Oui, on part, on s'en va à Winnipeg. On arrive à l'hôtel, on apprend que le championnat est cancellé. Mais il est 11 h le soir. Fait on se regarde, l'hôtel est payé. On va rester là. Mais on est revenu le lendemain. 7 avions, 6 aéroports en 26 heures. Tabarouette. Ça a été toute une expérience. On a eu bien du plaisir, moi et Gilles, là-dessus. Une chance que tu étais avec un bon complice, parce que sinon, c'est longtemps. Ouais. Moi, c'était mon baptême de l'avion. Je n'avais jamais pris l'avion. C'est sérieux? Wow. Je pense que si je n'avais pas été à Gilles, là, je serais encore là. Tu serais peut-être revenu à pied pendant l'été, là, c'est correct, ça. Bonne marche. Oui. Hey, Danny, un énorme plaisir. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense que les gens ils ont eu une bonne idée, un bon tour de table. Tout pour pouvoir apprécier les matchs de la fin de semaine. Donc, demi-finale en fin de semaine du demi-finale universitaire. Avec les gars, puis on souhaite bien gros pouvoir être là pour la fin de semaine d'après, parce que nous, c'est des pratiques. Si je peux en parler vite, la Coupe continentale qui s'en vient à l'Université Laval chez nous à l'automne, ça va être du très haut volleyball. Ah oui, on va avoir la chance d'en reparler absolument. Gardons. Oui. On se raccrochera pour se reparler de ça. Pas de problème. Merci, Danny. À bientôt. Salut, bye. Alors, entrevue de la semaine, on reçoit avec nous Charlène Robitaille des Martlets de McGill, de l'équipe de volleyball. Charlène, tu as été joueuse par excellence l'année passée du circuit québécois, membre de la première équipe d'étoiles du Canada. Vous avez été avec les Martlets au championnat canadien, donc vous avez été championne du Québec. Et cette année, on s'apprête à entrer dans les éliminatoires là, au moment où on se parle. Dans le fond, ça va commencer en fin de semaine. D'abord, merci et bienvenue à Bulletin sportif. Merci. Comment ça se passe? Comment s'est passé cette saison? Si tu peux nous résumer ça un peu de votre côté, de ton côté à toi, là, comment ça s'est passé cette année, dans le fond, qui vient de prendre fin, mais qui continue pour vous autres? En général, ça a vraiment bien été. Je te dirais, cette année, c'est assez fou comment que la Ligue, tu sais jamais qui va gagner. Genre, n'importe qui peut battre n'importe qui. Fait qu'on peut littéralement prendre aucun match à la légère. T'sais, avant, Ottawa, c'était peut-être ils étaient classés dernière, puis on était souvent bien confiants, mais cette année, ils sont allés chercher des games contre nous, contre Montréal, ainsi de suite. Trois-Rivières sont allés chercher une game contre Montréal, puis Sherbrooke. Fait que, tu sais, littéralement, on ne peut rien prendre à la légère. Fait que ça, c'est le fun, parce que ça fait une bonne compétition, mais il faut qu'on se présente à chaque game, parce qu'il y a vraiment littéralement rien pour acquis.
Fait que ça ajoutait un certain challenge. Puis, tu sais, il y a 5 bonnes équipes, puis c'est juste 4 équipes qui font les playoffs. Puis Sherbrooke, puis Laval, ça s'est décidé à la fin. Fait que c'est déjà ça, le stress de comment on va te faire playoff, puis tout ça, puis chaque game est importante. Fait que c'était le fun, mais c'était un bon défi. Sinon, ça a bien été, mais je te dirais, ce qui nous a fait mal un peu, c'est beaucoup les blessures. Que, tu sais, Clara, mettons, une de nos bonnes joueuses, qui, la première moitié de saison, n'a pas été là du tout à cause de son dos. Puis là, en ce moment, une de notre passeuse, Audrey, est en commotion. Donc là, on a dû se revirer de bord quand même assez rapidement, mais là, Charlotte Chouinard a fait vraiment, vraiment de bon job aussi. C'est très physique, puis tout ça. Puis là, au moins, on a eu 3 matchs avec elle qu'on pouvait vraiment s'adapter, puis essayer placer nos trucs, nos tempos, tout ça. Donc là, ça va. On file quand même confiante pour la demi-finale, mais ça a été vraiment une grosse adaptation. Là. Ta passeuse, c'est quand même... Ben, c'est ça, là. C'est quand même Ouais. majeur dans l'histoire. Est-ce qu'il y a Ouais. une chance qu'elle revienne en éliminatoire, Audrey, ou... On y va un jour à la fois. Puis, elle est en physiométrie. Son horaire d'école, c'est pacté, puis tout ça. Fait que, elle essaie d'y aller une journée à la fois, puis tout ça, voir comment ça va. Puis, c'est que c'est pas sa première commotion. Fait que, on y va lentement. Fait qu'on essaie de continuer vraiment de miser avec Charlotte, puis tout replacer nos affaires. Puis si Audrey revient, tant mieux. Mais comme on veut vraiment pas y mettre de pression non plus, puis qu'elle revienne, puis qu'elle soit pas prête, puis tout ça. Mais ça va être là pour nous soutenir, puis c'est vraiment, vraiment une bonne coéquipière. Puis c'est une personne de confiance. C'est sûr qu'elle va être là pour aider Charlotte si jamais elle voit des trucs sur le banc, puis tout ça. Et ça, justement, dans le fond, je veux ramener un peu cet élément-là. L'année passée, vous avez été vraiment solide là, toute l'année. On a senti vraiment un core dans votre équipe. Tu parlais de Clara Poiré, Victoria Iannotti, toi, évidemment Audrey, il y a Megan Smith qui est là. Vous avez une belle équipe, un beau noyau qui est encore là cette année. Comment les succès de l'an passé ou le parcours de l'an passé vous a aidé cette année, justement, à passer à travers notamment des blessures, mais à construire votre équipe puis votre comment je pourrais dire, votre momentum pendant la saison? On est vraiment chanceuse parce qu'on a beaucoup, beaucoup de profondeur. Genre nos joueuses de 4, puis toutes les filles l'année passée que vous venez de nommer, Vic, puis tout ça, mais on a aussi Rachel Leduc, c'est une recrue qui fait vraiment, vraiment bien. C'est vraiment imposante elle aussi. Macha qui fait super bien aussi. Vraiment bonne, spécialiste en arrière, mais qui peut vraiment bien attaquer aussi. Brooke, Mel, on a vraiment, vraiment la profondeur. Fait que je pense que ça nous a sauvés justement, de mettre Rachel en 2 pendant que Clara, ça allait moins bien au niveau de son dos. Plusieurs options à l'aise. Il y a une fille que ça va moins bien en arrière, on sait que Macha, c'est sa spécialité. Fait qu'on l'embarque. On a, mettons, Olivia aussi, super bonne au service, notre deuxième libéraux. Fait qu'on a une rotation en arrière. Fait que je dirais, on est vraiment, vraiment chanceuse au niveau de la profondeur. Puis justement, d'avoir 2 passeurs, ça nous a sauvé un peu en ce moment qu'Audrey soit blessée. Peut-être centrale, on est 3 centrales. Fait que là, ça serait la place qu'il faudrait être plus, dans le fond, faire plus attention. Mais sinon, c'est ça, Vic. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que, mettons, fini une game, c'est pas une personne qui a 30 kills, puis le reste, ils n'ont rien fait. C'est vraiment réparti. Fait que ça rend ça plus difficile pour les autres équipes aussi, parce que littéralement, tout le monde sur le terrain peut marquer. Puis je fais vraiment, quand quelqu'un me passe, je fais confiance à tout le monde. Là. Genre, je sais que tout le monde peut marquer, tout ça, puis c'est satisfaisant, puis ça te permet aussi de garder ton énergie, parce que si c'est toi qui as toute l'équipe à ses épaules, ça peut être plus tough aussi. Est-ce que vous étiez en groupe, là, est-ce que vous étiez donné comme objectif, non, il faut encore gagner cette année, il faut finir première de la saison régulière? Quel genre d'objectif vous étiez donné avant de commencer l'année comme équipe, comme groupe? Justement, tu le nommes, là, plusieurs joueurs sont capables de faire des choses sur le terrain. Victoria Iannotti, on le voit souvent énormément de statistiques, mais en même temps, c'est ça, il n'y a pas que elle, il y a un paquet de joueurs qui font des bonnes choses sur le terrain. Donc, est-ce que vous vous voyez comme une équipe, OK, on est rendu là, on est supposé gagner encore? Comment vous avez abordé la saison cette année?
Ben, c'est sûr qu'on a goûté à la victoire puis tout ça, puis c'était vraiment c'était un de mes plus beaux moments là, de gagner le championnat, puis pour notre coach aussi, que ça faisait 30 ans, puis les Canadiens, vraiment, vraiment de belle expérience. Puis là, on a la chance d'avoir 2 équipes du Québec qui y vont. Fait que c'est sûr qu'on approche que comme on sait c'est quoi, puis genre, on veut encore justement aller chercher, puis justement qu'on a la même équipe, ça motive encore plus parce qu'on a tous les outils nécessaires, même qu'on en a plus encore. On s'est pas mis une certaine pression parce que comme j'ai dit plus tôt, genre, la ligue est tellement serrée. Fait que comme, tu sais, tout le monde veut battre tout le monde. Dès que tu as un petit fight puis que l'autre équipe va chercher l'opportunité, ça se peut que tu perdes le match. Fait que on essaie vraiment, puis c'est ça un peu notre philosophie, là, tu sais, d'une game à la fois, un point à la fois. Tu sais, on est ensemble, puis on passe pas trop loin. Puis c'est des fois, ça peut être... on pouvait se faire prendre un peu par le jeu de comme, OK, si cette équipe-là gagne, mais là, nous, on fait ça, puis on fait ça. Puis Oh oui. ma coach est comme là, on va faire ce que nous, on contrôle. Puis, tu sais, c'est vrai, rendu là, qui qu'on va pogner dans les demi-finales, il faut battre tout le monde pour gagner en finale. Fait que là, on était trop portés à qui fait quoi, puis fait que, tu sais, ça décroche de comme, premièrement, le but, c'est de jouer. Fait que, tu sais, après ça, nous, on va contrôler ce qu'on contrôle, puis on verra contre qui on va jouer. Fait que ça nous a aidé à comme rester sur le focus, puis tout ça. Mais tu sais, clairement, gagner, ça a toujours été, moi-même, toujours été très compétitive, mais comme... Ben, j'imagine, là, tu te rends pas à ces niveaux-là dans la vie si t'es pas compétitif. Ouais, très compétitive. Mais c'est ça a toujours été notre objectif, mais en même temps, on essaie de focuser aussi le fun de jouer. Parce qu'on a eu des games up and down. Fait que, si on focus sur le fun, parce que quand on perd et qu'on joue tout croche, clairement, il n'y a personne qui a du fun sur le terrain. Fait que moi, je dis, on a du fun, on se rappelle pourquoi on est ici, puis après ça, la victoire va venir. Genre. Fait que c'est comme on essaie de pas trop focuser sur le résultat final, parce que là, on peut se commencer à paniquer dès qu'on a une séquence qui va moins bien, puis tout ça. Fait que comme focuser sur pourquoi on est là, premièrement. Tu parlais tantôt de votre coach Rachel Béliveau, là, qui est une sommité. N'importe qui connaît un peu le volleyball au Québec connaît son nom puis a une idée de son parcours, mais comme quoi elle vous a ramené au fait de « Hey, on va s'occuper de ce qu'on contrôle ». Mais dans l'équipe, parmi les joueurs, c'est qui la fille? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est qui la fille qui un peu l'encre de tout ça, là, qui est capable de ramener tout le monde ou qui est un peu plus tête froide dans la gang, qui est capable de... Et à l'inverse, je te dirais, c'est qui la fille qui hype tout le monde, qui est l'énergie, là, si on veut? Je dirais que moi, j'ai quand même un rôle... Dans le fond, c'est moi qui ai le plus d'expérience aussi sur le terrain. Tu sais, c'est ma 4e année, puis j'ai pas mal joué toutes mes années. Fait que, disons que sur le terrain, c'est comme... Je dirais que je suis quand même assez bonne maintenant pour assimiler qu'est-ce que cette fille-là a besoin, qu'est-ce que cette fille-là a besoin. C'est sûr, il y en a, il y en a que ça se fait plus naturellement, tout ça. C'est comme la libéro, Catherine Vercheval, c'est mon amie depuis... ça fait 8 ans qu'on joue ensemble. Fait que, tu sais, elle, je sais très bien... qu'est-ce qu'elle pense, puis elle sait qu'est-ce que je pense, fait qu'on est capable de se remonter ensemble. Mais ouais, sur le terrain, j'essaie vraiment de parler à tout le monde, puis que tout le monde soit à l'aise, puis tout ça. Puis tu commences à sentir quand il y a une fille qui décroche un peu, ben, on va avoir « Hey, c'est pas grave, c'est une bonne idée », on essaie de comme se ramener, puis on focus beaucoup aussi sur le cercle entre chaque point. C'est qu'on essaie de faire un contact, de se parler un peu, prendre un moment, parce que c'est ça l'avantage au volley, c'est que c'est du temps. C'est pas du temps, en fait. Fait que, on peut prendre notre temps ensemble, puis se parler, puis focus, puis tout ça. Fait que, je pense, vu mon expérience sur le terrain, tout ça, je suis quand même popée pour ça. Puis Audrey, notre passeuse, était bonne aussi pour amener le calme. T'sais, elle, il n'y a rien qui la stressait. Fait que là, ma passe était là, tu sais, fait, OK, parfait, c'est moi, je te place ça, puis ainsi de suite. C'était vraiment comme la stabilité aussi. Sinon, le hype, il y a une couple de photos qui sont sorties d'Olivia que quand elle embarque sur le terrain, elle me fait rire, là. Mais c'est qu'elle est tellement contente d'être là, puis tu sais, c'est qu'elle est dans sa bulle quand elle est contente, mais comme elle spin, puis tu sais, elle va faire ses trucs, puis elle va venir dans le centre après. Mais c'est comme elle dit, j'ai comme trop de joie à son moment. Fait que tu sais, ça, c'est bon. Puis, tu sais, notre banc aussi, pour vrai, moi, je leur dis tout le temps, je les entends tout le temps. Je vais au service, je les entends, les photos que les photographes prennent, quand on fait des points, ils sont tellement cute, puis ils sont dedans, là, puis tu sais, ils sont prêts à embarquer, puis on l'utilise quand même beaucoup. Fait comme, c'est le fun que les filles sont là, puis sont autant impliquées, puis sont prêtes à embarquer n'importe quand on a besoin. Là. C'est excellent, puis c'est ça, j'imagine, vous avez réussi à bâtir puis entretenir ça, cette chimie d'équipe-là à travers les succès de l'an passé.
Cette année, tu parles justement du fait que les matchs étaient serrés, les équipes, tout le monde peut battre tout le monde. Puis effectivement, c'est assez marquant ça. On l'a vu un peu l'an passé avec le fait que Montréal s'était pas qualifié, mais bon, c'est un calendrier un peu tronqué, fait que ça a peut-être coûté plus cher un mauvais début de saison de Montréal, ou en tout cas un début de saison moins fort de Montréal. Elles n'ont pas eu le temps de revenir. On ne saura jamais si elles l'auraient fait ou pas. C'est pas important, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais là, cette année, vous allez affronter Montréal en demi-finale. À quel point vous les avez sentis cette année, justement, en mission de non, on ne refera plus ça, pas se qualifier pour les. Je ne sais pas de l'extérieur si vous le sentiez ça, ou c'est juste, non, on a retrouvé notre bon vieux Carabin qu'on savait affronter avant, parce que ceux qui ne suivent pas ça ne savent peut-être pas, mais les Carabins ont tout le temps été dedans, là, dans le sens que c'est une équipe qui s'est toujours qualifiée. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression que les Carabins, c'était une équipe qui avait comme quelque chose à prouver cette année? Ben, c'est comme vous dites, c'était tellement historique qu'ils ne fassent pas les playoffs parce que c'est tellement réputé. Puis c'est encore ça cette année-là. Ils sont physiques, ils frappent fort, sont hautes, un bon bloc. Puis non, moi, je pense pas qu'il y avait tant quelque chose à prouver. Je pense que c'est les filles qui sont tellement compétitives, puis que le coach, ça fait longtemps qu'il est là, il sait comment ça fonctionne, puis tout ça. Puis, l'an passé, comme on dit, c'était une saison un petit peu bizarre, fait que je sais pas combien de temps, si finalement il aurait fait les séries, mais comme, le début de saison, qui ont fini leur fiche à 8-1 avant Noël, j'étais comme, bon, les Carabins, c'est typique Carabins qui, regarde, sont bonnes, puis ils frappent fort, puis ils sont là. La deuxième moitié de saison était plus dure, mais comme, il faut tellement pas sous-estimer, là, genre, sont bonnes. C'est une rivalité spéciale, justement, du fait que, de toi, justement, ta carrière que tu as eue, les Carabins ont tout le temps été une équipe extrêmement solide. Y a-t-il une rivalité particulière entre McGill et Carabin? Est-ce que tu sens ça ou non, c'est un peu tout le monde, ça dépend des années? Comment tu le vois? Ben, un peu oui. Je pense que oui. C'est inconsciemment, les deux, on est à Montréal, fait que c'est proche, comme on voit leur game, je connais tout le monde. J'ai plein d'amis dans l'équipe, là. C'est Florence Cloutier, tout ça, j'ai joué avec elle, puis je m'entends en mode Babin, mais c'est quand on est à la compétition, puis je les connais, je le sais qu'ils sont compétitifs, je le sais qu'ils veulent gagner, je le sais qu'ils savent que je suis compétitive. Fait que, il y a une certaine, c'est sûr qu'il y a une rivalité, puis souvent, on le sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on a tout le temps de motivation de plus de comme, hey, go, genre, on veut les battre. Puis on dirait que ça l'enlève quasiment une certaine pression parce qu'on est genre, on sait qu'ils sont bonnes, fait qu'on n'a rien à perdre, genre. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, dans mes quatre saisons, c'est comme à chaque fois, bon, OK, on joue Caravin. Et c'est comme tout le temps une petite. Mais c'est vrai, j'avais pas tant pensé, mais c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose entre les deux. Puis nos deux coachs sont vraiment expérimentés puis se connaissent depuis longtemps. Oui, en effet. Puis, c'est ça. Fait que, non, j'ai hâte de voir en fin de semaine, justement. Je pense qu'il va y avoir vraiment du monde aussi. Parce que tout le temps, des bons matchs, je trouve McGill, Montréal, on dirait que les deux équipes, on s'emmène vers le haut. Fait que là, ça fait que. Mais tu vois ça comment, justement, le match, les matchs, parce que c'est un 2-3, évidemment, les matchs en fin de semaine contre les Carabins. Avez-vous une préparation particulière? Êtes-vous plus en mode, au contraire, on essaye de se calmer le plus possible puis garder ça le plus naturel possible? C'est quoi votre approche par rapport à ça? Parce que c'est plus une question de jouer mieux au volleyball. Là, vous savez ce que vous avez à faire, mais c'est plus mental. C'est quoi votre approche? Mais si on a un coach de préparateur plus mental, tout ça, qu'on fait une couple d'activités avec elle, puis pour s'assurer justement que le mental il est là, parce que rendu là, les deux équipes savent jouer. Fait que c'est vraiment le do or die que c'est maintenant. Mais on est vraiment contente par contre d'avoir l'avantage du terrain. Puis le vendredi soir, ça va être chez nous. Fait que c'est nos repères, c'est notre place, c'est juste pour servir, réceptionner. C'est toujours le fun d'être chez vous puis d'avoir ta foule aussi. C'est sûr, cette semaine, on focus plus sur elle, les stratégies, on essaie de voir les faiblesses puis tout ça, puis de se préparer en fonction d'elle, mais on continue quand même de focuser sur nous. On sait c'est quoi nos forces, on sait c'est quoi qu'on doit améliorer, puis on continue d'essayer de progresser là-dedans, puis tout ça. Mais notre niveau de pratique, ça ne change pas. On reste quand même constant dans tout ça. On fait des petites activités d'équipe pour se préparer ensemble. Mais
Ouais, je pense que rester calme aussi, c'est quand même important, pas paniquer, faire comme si c'était une game comme les autres. Tu sais, oui, c'est les playoffs, mais comme le jeu reste le même. Tu sais, c'est une game de volley puis tout ça. Fait que ça sert à rien de paniquer puis de tout de suite penser à l'enjeu final puis tout ça. Fait que je pense rester calme puis avoir confiance en nos moyens aussi. Là. Tu sais, moi, j'ai confiance. Là, j'ai confiance à chaque fille dans l'équipe, puis chaque fille, que tu sois sur le terrain ou sur le banc, moi j'ai confiance en tout le monde. Confiance à ma coach, que je sais qu'elle va prendre les bonnes décisions. Fait que rendu là, il faut juste être là, puis moi, les 4 dernières games, c'est le fun. Moi, je veux avoir du fun. Si j'ai du fun, ça va bien aller. Si l'équipe a du fun, là, on est libre, on n'a pas peur, on fait ce qu'on peut, puis les erreurs, c'est pas grave. Puis c'est ça, je pense que c'est ça que moi, je veux miser là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est ta dernière saison ou l'an prochain, t'es là, t'es de retour? Ouais, je suis là l'an prochain. Ah, OK, good. Fait que ça enlève, Ouais. ça, Ouais. ça enlève peut-être une forme de stress de se dire Ouais. faut que je gagne parce que, ben, remarque, tu veux toujours gagner, mais tu sais, Ouais. le sentiment de sa dernière fois, des fois, ça Ouais. rajoute un. Ouais, ben moi, Catherine Vercheval, elle, c'est sa Ouais. dernière année. Fait qu'elle, c'est ça, tu sais, l'an passé, la semaine passée, c'était son senior night, que c'était assez émotif autant pour moi que pour elle. Mais tu sais, comme elle, c'est sûr que c'est la motivation qu'on passe à demi puis qu'on va au Canadien, c'est sûr que ça l'aide encore plus. C'est comme, hey, c'est juste cette étape-là, puis après ça, on a le gros bonbon, puis après, on a la finale, mais c'est sûr qu'on y va. Fait que, tu sais, c'est sûr, ça serait le fun en tabarnak. Puis c'est Ouais, nous quand- qui allons chercher le fait qu'on a 2 équipes au Canadien l'année passée, qu'on le mérite d'être une de ces 2 équipes-là. Ah, absolument, absolument. Il n'y a pas de doute que. Mais en fait, au mérite, tu l'as dit, hein, les équipes sont tellement, tu sais, c'est tellement serré que si on y va au mérite, tu pourrais te dire qu'il y a 4-5 équipes qui pourraient mériter Ah, d'aller c'est là. fou. C'était tellement une belle saison. Mhm. C'est qui, ben je dis qui, c'est qui la joueuse ou c'est quoi l'aspect qui va être le plus à surveiller ou qui risque de vous causer le plus de soucis du côté des Carabins? Qu'est-ce qu'elles font? Ou comme je dis, c'est qui la joueuse qui est problématique là, jusqu'à un certain point où tu te dis, OK, elle, ou en tout cas, il y a une façon de faire les choses qui rend notre tâche difficile. Qu'est-ce que tu cibles? Ben, je dirais, Carabins sont un peu comme nous qui ont beaucoup de profondeur. Fait que, tu sais, sont plusieurs à être vraiment offensifs, tout ça. Fait que tu peux pas dire, je vais me concentrer sur elle, puis je vais laisser 2 autres parce que les 2 autres dans 1 contre 1, ça va être fini. Fait que, c'est sûr qu'ils ont des personnes vraiment, vraiment offensives. Tu sais, je pense à Gabrielle Fortin, Olympe, tu sais, Myriam Lassante, à swing fort aussi. L'autre centre aussi, tu sais, pour elle, c'est quand même fou de comment sont offensifs puis utiliser de la pipe aussi. Fait que, tu sais, il faut être vraiment ouverte à chaque option, que s'assurer justement le plus possible qu'il n'y ait pas d'ouverture parce que ça vient vite quand ils sont dans un timing parfait, tout ça, ça vient quand même pas pire vite. Puis c'est ça, bon en défense, je pense à Albert aussi, Britt qui fait vraiment une bonne job, Flo aussi qui est vraiment solide. Fait que, je parle comme ça, dans le fond, elles sont parfaites, là. Mais c'est sûr. Non, mais ça se peut qu'ils n'aient pas une faiblesse un peu. Puis, tu sais, c'est ça des fois aussi. L'idée, c'est pas de tant cibler, mais tu sais, des fois, il y a des équipes qui ont une façon de jouer quelque chose qui je comprends que tu ne veux pas nécessairement. Remarque, je ne pense pas qu'ils écoutent le podcast pour choisir leur stratégie, là, mais l'idée, c'est, tu sais, comme je te dis, il y a des équipes qui, on dirait, ont notre numéro des fois pour être capable de peser sur un piton ou en tout cas profiter d'une petite affaire qu'on fait où, justement, il y a une joueuse que, je ne sais pas, elle frappe d'une manière qui fait qu'on a de la misère, fait qu'il en profite. Puis, tu sais, il y a des choses comme ça qui se passent, les détails entre les équipes là, qui ont un impact. Mais c'est ça, on a joué 3 fois contre elle cette année, on les regarde beaucoup, tout ça, fait qu'on commence à voir certaines tendances, qu'on sait qu'on commence à ajuster notre défense, notre bloc par rapport à ça, pour être sûr que, justement, ça, on le sait qu'elle fait ça. Fait que pour pas être surprise non plus quand ils vont le refaire. Mais puis aussi, encore une fois, tu sais, sont vraiment bonnes, mais tu sais, il faut miser sur les faiblesses où qu'on peut prendre des opportunités, être patiente aussi, parce que voler, c'est un sport d'erreur. Fait qu'à un moment donné, ils ne sont pas parfaites non plus. Fait qu'ils vont nous en donner des opportunités que nous, il faut prendre. Mais tu sais, moi, je pense, on en a parlé tantôt, mais le calme, la patience, ça va vraiment, vraiment être important. Parce que, tu sais, quand Gab Fortin apprend à frapper une belle balle, c'est dans le 4 mètres puis c'est fort. Tu sais. Fait qu'il ne faut juste pas être impressionné par ça non plus.
Fait OK, c'est juste un point. Tu sais, qu'elle ait typé ou qu'elle ait fait cette grosse frappe-là, c'est un point. Fait que comme rendu là, prochain, puis tu sais, rester dans le mindset de comme pas focusser sur le beau coup qu'ils viennent de faire. Ils sont capables d'en faire des mauvais aussi, là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Oh, excusez-moi. Bon. Quelqu'un qui a fait brûler des toasts? Bon, je m'excuse. C'est ma coloc en ce moment. Ben, Catherine, en ce moment, elle doit être genre. Elle sait très bien que je fais ça en ce moment. Il n'y a pas de problème. Excuse-moi. On la salue. Salut, Catherine. Ouais, on la salue. Mais ouais, je pense pas mal ça. Il n'y a personne en face. Elles sont toutes bonnes. Fait que on peut pas focusser 100% de notre concentration sur juste une fille parce qu'on va se faire attaquer par toutes les autres bords. Fait que je pense que ça va être d'avoir la vue d'ensemble, d'être offensif aussi, premier contact, puis nous de ne pas avoir peur au bloc parce qu'ils peuvent justement être imposantes. Fait que c'est d'aller chercher toutes les ouvertures possibles et de rester calme. Ouais. T'as fait ça tous les matins ou c'est vraiment. Non, c'est la première fois. Le timing est vraiment bon. Timing is everything. Hein? Ouais. Puis vous autres, de votre côté, vous voulez amener quoi sur. Parce que là, on parle des carabins, mais je veux surtout parler de McGill. Vous autres, vous voulez amener quoi? C'est quoi votre type d'énergie, votre type d'approche que vous voulez amener dans ce match-là? Au-delà mental, mais tactiquement, sur quoi vous voulez miser? Là, au-delà des bases, évidemment, ça prend une bonne réception, ça prend des options, mais c'est quoi qui fait. Comment je pourrais dire, sur lequel vous voulez justement être sûr de mettre l'énergie, mettre le focus en sachant que justement vous affrontez cette équipe-là que vous commencez à connaître pas mal. Oui, bien, on fait 100% confiance à notre coach. Fait que souvent, les plans de match qu'elle nous donne sont simples, mais sont bons. Fait que, je dirais de continuer à garder, focusser sur le plan de match, puis se le rappeler souvent pendant la game. Ça nous aide vraiment. Les 3-4 games récentes qu'on avait vraiment appliquées, c'était genre, OK, ben c'était facile dans le sens que comme on savait qu'est-ce qui s'en venait d'avance, tout ça. C'est quand on commence à faire un petit peu, à s'éparpiller un peu, puis la fille qui est pas à la bonne place, là, pas au bon bloc, puis c'est ça que là, ça commence à être un peu genre pêle-mêle, puis que là, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais... Fait que, je pense que ça serait de vraiment focuser là-dessus, puis se le rappeler rapidement. Puis si jamais il y a des ajustements à faire, ben de le faire rapidement. Pas attendre 2 sets avant de le faire. D'identifier, OK, c'est pas ça qu'on avait dit, mais regarde, là, c'est ça qu'elle fait aujourd'hui, c'est sa tendance. Fait que vite s'adapter au changement. Puis, nous, c'est ça encore là, on l'approche avec le fun, le calme, pas de sentiment de panique, que c'est une game comme les autres, puis tout ça, puis c'est un point par point. Puis, souvent, c'est facile à dire le point par point, là, mais quand tu es dans une petite séquence, le point par point est plus dur, mais on essaie encore de se le rappeler. On le sait qu'on a plusieurs outils. S'il y a une fille que ça va vraiment pas de quoi, puis ben, on a d'autres, on n'est pas tout seul, tu n'es pas pris sur le terrain. S'il y a une séquence, ça va moins bien, ben, regarde, on va embarquer l'autre, on va voir ce que ça donne, on te rembarquera. Les options sont là. C'est juste ça, c'est le calme, il ne faut pas se mettre trop de pression. Regarde, il y a 2 games, c'est pour rien. Là. Fait que s'il y a une game que ça va vraiment, vraiment pas bien, il y en a un autre. Fait que, c'est d'approcher ça comme si c'était pas non plus la fin du monde. Fait que, je pense que c'est ça. Puis beaucoup focuser aussi pas de match. C'est vraiment, vraiment ça, notre clé en ce moment aussi. Et toi, personnellement, donnes-tu des objectifs? Donnes-tu des pointers là, que tu dis, OK, ça, oui, il y a l'équipe, là, mais toi, à un moment donné, tu parles de qu'est-ce que tu contrôles. Évidemment, tu ne contrôles pas tes coéquipiers, fait que tu contrôles toi. C'est comment tu te prépares, puis sur quoi qu'est-ce que tu veux t'assurer de bien faire? Moi, je fais quand même beaucoup de vidéos avant une game. Donc, moi, je regarde beaucoup mes options à l'attaque. Souvent, c'est que je focus, je vais regarder c'est quoi mes ouvertures, c'est quoi mes options dans tous les types de frappes que je fais, que ce soit step, quick, nanana. C'est où que j'ai des ouvertures? Est-ce que j'ai mon type? Est-ce que j'ai ci, ça? Donc, ça, moi, mentalement, ça me fait un petit peu un plan de match dans ma tête personnellement. Moi, ce que j'essaie d'apporter aussi, c'est comme je suis comme de me faire confiance. Fait que, souvent, moi, je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur personnellement, mais c'est pas de même, ça marche en plus. Si j'essaie de dire aux filles quelque chose puis je ne l'applique pas moi-même, c'est pas mieux. Fait que, moi, c'est d'être souvent patiente avec moi-même aussi. Fait que,
ça, c'est une approche aussi que j'essaie d'apporter, d'être calme, de me faire confiance, puis de pas te focusser sur mes erreurs. Puis c'est comme, regarde, je le sais jouer. Genre, je sais pas combien de games j'ai fait dans ma vie. Fait que, tu sais, c'est le même terrain, c'est le même ballon, c'est ma bulle, tu sais. Puis je commence à être popée de comme enlever un peu les spectateurs pendant que je joue. Fait que, tu sais, c'est vraiment de me concentrer sur mon équipe. Puis moi, mon but aussi, tu sais, je veux que les filles soient en confiance. Fait que, tu sais, si je vois qu'une fille, mettons Clara, ça va moins bien ou de quoi, moi, je vais aller la voir, puis je veux qu'elle soit bien, je veux que tout le monde soit bien. Fait que, tu sais, j'approche ça de comme être calme, de faire les choses que je peux contrôler. Tu sais, un service, c'est 100% moi, je peux contrôler ça. Réception, tu sais, absolument, ça va bien, puis je suis relax, tu sais, je sais exactement le feeling que je ressens quand je suis bien, puis quand je suis, le petit stress négatif, là, je le sais. Fait que, tu sais, je commence à plus me parler quand je sais que ça s'en vient, puis, tu sais, de l'accepter. Si tu essaies de le repousser, ça va être encore pire. Mais comme, je commence à être bonne à contrôler, c'est ça, mes émotions sur le terrain. Fait que d'essayer d'agir en conséquence pour que ça aille vers les émotions positives. Mais ouais, c'est beaucoup me faire confiance. Après ça, le skills, je sais que je suis capable d'attaquer, je sais que je suis capable de bloquer tout ça. Fait que c'est juste jouer avec le calme pour moi-même et pour mon équipe. Ouais. Excellent. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté ça. Je pense que le monde a une idée de ton mindset et comment vous allez approcher ça. Je trouve ça toujours le fun de parler avec des athlètes qui ont la chance de vivre des moments de hauts enjeux, dans le fond, je vais le dire comme ça, parce que ça reste. Il y a une place au championnat canadien à la clé. Fait que je pense que ça ajoute énormément. Tu l'as dit, j'aime beaucoup le fait que tu me dises, tu sais, on joue un peu pour, en sachant que Catherine, c'est sa dernière fois, qu'il y a quelque chose là-dedans. Fait qu'il y a un élément de groupe qui est intéressant au-delà du. Oui, il y a une victoire à aller chercher, mais quand tu le fais pour quelqu'un, des fois, ça rajoute un petit quelque chose, même si, évidemment, j'imagine que tu le fais en partie pour toi aussi parce que tu vas aller le revivre. Mais aussi, j'ai oublié d'ajouter, mais notre coach est à 697 victoires. Fait que là, il en reste 3 pour atteindre le 700. Fait que ça, on le sait depuis la deuxième moitié de saison, que comme ça nous joue, à chaque victoire, on l'écrit. Puis, fait que là, il reste 3 victoires. Fait que théoriquement, si on veut l'avoir cette année, il faudrait aller gagner une game en finale. Ben ça, c'est bon à savoir. Oui. Moi aussi, j'essaierai de m'en rappeler pour pouvoir le souligner quand ça arrivera. Écoute, un énorme merci, Charlène, et surtout, bonne chance. Je ne sais pas si on dit bonne chance, merde, ou qu'est-ce qu'il faut dire, ou si vous avez un mot entre vous autres que vous vous dites avant les matchs, mais je vous souhaite que le périple continue le plus longtemps possible, puis on va vous suivre avec grand intérêt. Puis évidemment, salut Catherine en passant. Il y a une intervention. Je vais m'occuper de ça. Je te souhaite qu'il n'y ait pas le feu dans le reste de l'appartement. Non, c'est ça. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment le fun, oui. Toujours un plaisir. Puis on se rejasera après la demi-finale en vous souhaitant, comme je te disais, une victoire puis qu'on puisse jaser des prochains adversaires. Parfait. Merci beaucoup. Salut. Bye bye. Et voilà ce qui met fin à notre édition de Bulletin sportif, le podcast. Mais évidemment, je vous laisse avec mes suggestions. Pas compliqué, évidemment, on a fait un gros tour du volleyball, fait que juste simple rappel au niveau universitaire, les demi-finales provinciales qui commencent, ce sera du côté des gars, Dalhousie à Sherbrooke et Montréal qui va recevoir en fait l'Université Laval. Chez les femmes, Sherbrooke à l'UQAM et Montréal à McGill. Donc, ce sera à suivre. Côté collégial, tout le monde se transporte du côté du cégep de l'Outaouais. Chez les hommes, on va avoir Saint-Jean qui va affronter Sherbrooke et Limoilou contre Saint-Jérôme. Chez les femmes, 4 matchs dès vendredi parce que du côté des hommes, ça commence samedi, mais chez les femmes, vendredi que ça commence. Bois-de-Boulogne contre Édouard-Montpetit, Garneau contre Outaouais, Sherbrooke contre Jonquière, Trois-Rivières contre Lionel Groux. Au niveau du basket universitaire, on a fait le tour, c'est pas mal fini. De toute façon, les matchs qui vont jouer sont plus des matchs pour se positionner et se préparer pour les éliminatoires. Par contre, au niveau collégial, on rappelle qu'il y a un match ultra important chez les femmes entre Trois-Rivières et Montmorency. C'est le match qui va déterminer laquelle de ces deux équipes-là va se qualifier pour les éliminatoires à la 6e place. Et chez les hommes, on a
plusieurs matchs à surveiller. On a le match de Champlain-Saint-Lambert, on a le match de Montmorency également contre Thetford. Ce match-là, si Thetford gagne, Thetford est automatiquement qualifié. Et puis, on a Vanier contre John Abbott. Ces 3 matchs-là ont en fait une incidence sur qui a une chance de gagner. Je vous invite encore une fois à aller faire le tour sur bulletinsportif.ca. Vous avez un texte qui vous explique les différents scénarios. On a également, évidemment, du hockey universitaire. On entre dans les séries. Au moment où on enregistre, et vous voyez ça, je ne sais pas si vous êtes mercredi ou plus tard, mais mercredi soir, s'amorce la demi-finale de l'Est dans l'Ontario du côté masculin. Alors, les Patriotes de l'UQTR qui entrent en scène et reçoivent les Ravens de Carleton en fin de semaine, alors que du côté de Concordia, qui eux aussi avaient eu un bail en première ronde, reçoivent McGill. McGill qui ont vaincu en première ronde les GGs d'Ottawa. Chez les femmes, ça commence jeudi. Et là, on a Ottawa à Montréal et on a Bishops à Concordia. Un article également là-dessus. On a parlé avec des joueuses qui se préparent pour ces affrontements-là. Donc, c'est à suivre en fin de semaine. Évidemment, les réseaux sociaux de Bulletin Sportif. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous assurer de suivre tout ça pour avoir une bonne idée de ce qui se passe. Mais encore mieux, aller sur place et aller voir des matchs, c'est encore la meilleure chose à faire. Et si le volleyball, le basket et le hockey ne sont pas ce qui vous intéresse le plus, on a le championnat canadien de natation qui se passe du côté de l'Université de Victoria. Ça commence jeudi, c'est de jeudi à dimanche. Ça, vous pouvez voir ça sur les plateformes. C'est web diffusé. Donc, surveillez ça. On a également le championnat provincial d'athlétisme qui se passe du côté de McGill. Ça aussi, on va surveiller. Donc, des gros événements, un paquet de choses qui a des gros enjeux. On va surveiller ça pour vous. Mais je vous le répète, allez voir ça le plus possible si vous êtes capable. C'est la meilleure façon d'en profiter au maximum. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de sport étudiant. À la semaine prochaine.